Alors, je vous explique un petit peu. En Conseil des ministres, aujourd'hui devait être examiné le projet de loi de Daniel Vaillant sur le statut de la Corse. Ça, j'avais compris. Et Monsieur Chirac a décidé de retirer de l'ordre du jour ce projet sur la Corse. Mais il peut le faire ad vitam aeternam ou bien à un moment donné, ça devra quand même passer? Jusqu'au 12, ils ont Ouais. Non, c'est son droit constitutionnel, c'est lui, c'est le président de la République qui fixe l'ordre du jour du Conseil des ministres. Mais ça n'empêche pas un député quelconque de proposer une proposition de loi à l'Assemblée, et à ce moment-là, ça servira à rien. Donc c'est juste la guerre qui commence, la guerre électorale, car c'est bientôt. Car rappelons-le, Isabelle, la différence entre un projet de loi et une proposition de loi, c'est... Déjà, il y a loi. Ça, c'est pareil. Et ça commence par un P. Et après, c'est quoi la question? Par un pro, carrément. Eh bien, un projet de loi est quelque chose qui vient du Conseil des ministres, alors qu'une proposition de loi vient d'un député. En tout cas, ce que j'ai compris... J'ai appris ça à l'école, moi. Ah bon? Moi, il y a longtemps. C'est un peu différent le sens proposition et projet. Parce que si à une fille, tu fais une proposition, en général, si elle t'envoie chier, t'as plus de projet pour la soirée. Je suis en train de me demander d'ailleurs... Oui, mais de même, si tu dis à une fille, je voudrais vous faire une proposition, à mon avis, elle va mal le prendre. Si tu lui dis, j'ai des projets pour vous et moi, ça, elle va bien le prendre. Pas mal, ouais. Tu vois? Moi, l'autre jour, j'ai vu une fille, j'ai dit, alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle me dit, rien. Très bien, c'est très intéressant. Alors, j'ai l'impression d'avoir un clan corse autour de moi. Non, il y a vraiment, c'est l'omerta. Personne ne veut en parler, quoi. Mais, alors, ce statut de la Corse, pourquoi Chirac le critique? Autant le dire. On te l'a dit, Laurent, on ne te dira rien. C'est essentiellement à cause de l'enseignement obligatoire de la Corse et aussi, évidemment, des pouvoirs du Corse. Pardon? Vous avez dit l'enseignement obligatoire de la Corse. Et je te la parle comme je l'avais envie. Enseignement du Corse et aussi à cause des pouvoirs législatifs qui seraient décentralisés là-bas jusque sur l'île de Beauté. Cela dit, les menaces terroristes pèsent toujours sur la capitale. C'est vrai. On annonce une tournée de Imouvrini. Au train où on va, il faut demander une protection au sortir de l'émission parce qu'on va se faire arrêter et enlever par des encagoulés, ça continue. Attends, c'est pour ça qu'on l'enregistre le matin. J'ai entendu le Corse, comment il s'appelle, toujours le même qu'on voit à la télé. Talamon, ils étaient pas contents les Corses. Ils disaient, mais non, si on nous oblige à faire que des trucs qui sont autorisés par la loi, et notre culture corse, elle est bafouée. Et alors là, c'est vrai que des Corses bafoués, ils peuvent faire des bêtises, déposer une bombe dans une perception. Mais pas dans une poste, parce que c'est là où on va chercher les mandats quand même. Mais il y a une différence d'ailleurs dans les attentats corses entre un projet d'attentat et une proposition d'attentat. C'est différent. Là, c'est une petite info médicale. L'acte chirurgical le plus fréquent en France, c'est ce que c'est, L'ablation des amygdales. Non. Appendicite. Non. Végétation. Le nez. La première cause d'hospitalisation. D'aller voir un parent hospitalisé. L'accouchement, bravo. Oui, mais est-ce que c'est un acte médical, l'accouchement? C'est un acte naturel, c'est pas un acte médical. Mais un peu médical quand même. Médicalisé. C'est la première cause d'hospitalisation. C'est vrai. Derek. Cela dit, à l'hôpital Georges Pompidou, la première cause d'hospitalisation, c'est d'essayer de prendre une douche. Alors, la première cause d'hospitalisation, c'est l'accouchement. La deuxième, la cataracte. On se fait opérer maintenant beaucoup de la cataracte en France. Ouais, et même souvent quand on vient accoucher, on dit faites-moi la cataracte en même temps. C'est quoi, se repérer de la cataracte? C'est quand on a du caca dans la rate. C'est dégueulasse. C'est con, Gueluc. Oh, Gueluc, c'est con, vraiment. Ah, mais ça doit être opéré. Vous en profitez que Gérard Miller n'est pas avec vous pour dire des trucs scato. Ah oui, bien sûr. C'est ça, Voilà, car on le sait que vous êtes caca-pipi, Oh, mais de temps en temps, comme tout le monde. Non, mais alors la cataracte, Ben Guigui. Vous qui êtes le plus vieux. Mais enfin, attends, non, je crois que c'est l'opacité du cristallin. Donc, on a devant nous une vitre, comme dans les salles de bain, là, un truc qu'on voit pas à travers. C'est les yeux, Comme dans les salles de bain quand t'as pris un bain trop chaud. Voilà. Et les prêtres qui attrapent la cataracte, c'est des vitraux qu'ils ont devant la vue. Entre 84 et 98, sachez que le taux de progression, donc ces 10 dernières années, a dépassé les 300%. Pourquoi? D'un seul coup, il y a eu vraiment un progrès dans ce genre de... Là, il y a plus de vieux, surtout.
Peut-être. Si, c'est vrai, non, elle a raison. Non, Bah, mais il y a plus de beaucoup- vieux qui réfléchissent, je dis ouais, tiens, je vois rien, allons se faire opérer, quoi. Non, parce qu'il y a beaucoup de brouillard ces temps-ci. Donc, t'as plein de vieux, ils croyaient que c'était la cataracte. Ils sont fait tout Non, puis c'est que maintenant, c'est une opération qui s'est banalisée et qui est sûre. Non, mais ils osaient pas peut-être à l'époque. Ben Guigui. Non, mais on le fait au laser maintenant, donc ça va beaucoup Voilà. plus vite. Moi, j'ai mon oncle Marcel, que je salue parce qu'il est là, il m'écoute. On lui a il opéré peut la pas cataracte, regarder. il a perdu un œil. Ah oui. Ah, ils l'ont raté. Marcel Le Pen Il voulait faire l'opération. C'était pas au laser. Le laser était en panne, alors ils ont essayé à l'arbalète. À propos de médecine, de progrès, de science, il y a un dessin qui nous rappelle l'information de la semaine, la découverte du génome humain, et il y a un dessin de Wozni dans le Canard enchaîné qui nous montre tout n'est pas clair, loin de là. Et on voit deux petits vieux sur un banc, il y en a un qui dit à l'autre 3000 gènes, d'accord, mais combien de points de retraite? Je trouve que c'est un beau dessin, hein, parce que c'est vrai qu'après tout, on s'en fout de savoir qu'on a 3000 gènes. Vous saviez, vous aviez 3000 gènes? Non, vous me l'apprenez. Vous peut-être, mais nous c'est 30 000, je crois. Ah oui, pardon, 30 000. Oui, moi je les ai recomptés ce matin et c'était bien. J'ai dit 3000 Oui. 30 000 gènes, bien sûr. Non, mais dans l'ouest de la France, il y a des gens qui en ont 3000 et Non, mais c'est bien, c'est des super cartes de visite, moi je trouve. C'est vachement bien, hein. Je suis ravi. Moi, c'est une information, mais j'adore. Le génome humain. Ah ouais, mais c'est une des informations préférées de la décennie, moi, pour moi. Ouais, mais c'est une catastrophe pour les hypochondriaques. Hein. Pourquoi? Parce bah, qu'on ils va savent tout à savoir l'avance. au départ. Ah ouais. On va savoir tout à l'avance. Au lieu d'imaginer ce qui était formidable quand on avait un cancer généralisé, qu'on perdait la vue et tout ça, on va le savoir, ça va être vrai. On va même pas pouvoir fantasmer. mais au moins tu vas savoir si tu as un gène de l'hypocondriaquie. Ça existe, le gène de l'hypocondrie, comme on dit en France. Ah, dis donc, alors ça, il te l'a pas envoyé dire, hein. Parce que toi, t'as le gène de la faute de français. Oh là là, c'est vrai qu'on dit vous êtes cultivé à Ben Guigui, hein. Ben, j'essaye. Avec hein. un nom pareil, on croirait pas. Quelle horreur. Le Racine se niche sur toutes les tables. J'aurais jamais dit ça. L'hypocondriaquie, vous dites, hein, c'est Non, ça? hypocondrie. Non, lui, il était C'est beaucoup moi plus qui simple. disais l'hypocondriaquie, mais c'était pour faire rigolo. Ah ouais, Ah j'aurais ouais. pas su dire, hein. C'était un néologisme pour faire rire. Donc l'hypocondrie. L'hypocondrie. L'hypocondrie, point. L'hypocondrie. L'hypocondrie. C'est un barbecue en Afrique. Mais L'hypocondrie. c'est comme Claude. C'était quoi le mot qu'elle nous avait appris encore? Claude, L'écuit. bite. Être Chérie, écuit. t'as employé. Allez, dans l'émission, il n'y a pas si longtemps, dans L'équinité. l'écuit. Équanimité. Ah, Voilà. heureusement, Il y a l'humeur égale. C'est C'est ça vrai qu'il y a des gens qui regardent quand même. Bon, Bon, alors les gènes. alors les gènes. C'est formidable. Alors, racontez-nous pourquoi vous avez, vous, Raphaël Mézrahi, été intéressé par C'est cette... parce qu'il a beaucoup fréquenté la maison des gènes quand il était petit. Bien sûr, je le fréquente beaucoup, ouais. Alors Et non, parce que je suis hyper curieux de savoir ce que je vais avoir dans 4 ans, dans 2 ans, machin, etc. Et là, avec le génome humain, on est au courant de tout, Vous quasiment. devriez avoir les acédiques, moi, je peux vous le dire. Isabelle Mergo, Maureen Dor, Philippe Gueluc, Jean Benguigui, Raphaël Mézrahi et Jean-François Derek. Une petite info parue dans La Croix, une info assez amusante et étonnante. Une info dans la croix. Ah, les petites annonces de la Croix, elles sont... Pas une info dans La Croix, une info, une information, une petite information dans le journal La Croix. Mézrahi, vous êtes drôle maintenant. Tout arrive. Alors, un Écossais qui s'appelle David Petrie, qui a 39 ans, commercialisait depuis plusieurs mois de la prétendue eau de source sous la marque Longton Bottled Water. Sauf qu'on s'est aperçu que c'était de l'eau du robinet. Avec succès, pendant plusieurs mois, cet homme a vendu cette eau minérale. Eh ben, c'est bien fait, il a perdu les os maintenant. Au bout de 9 mois. Exact. Et donc c'est un employé en fait qui l'a dénoncé, qui a raconté avoir surpris son patron en train de remplir la citerne d'eau du robinet. L'homme d'affaires a été condamné lundi à 6 mois de prison. Vous vous rendez compte un peu? Belle escroquerie quand même, hein, vendre de l'eau minérale. Ouais. Il faut pas boire d'eau, c'est tout. Mais enfin, ils font ça dans combien de restaurants? Ça, c'est sûr. Ah oui. C'est Ah ouais régulier, mais évidemment. Vous croyez ça? Ah non, si t'as vu sa bouteille. Non seulement je le crois, mais j'en suis sûr. Ah oui. Non, mais Il tu faut connais- demander tu la connais bouteille le goût. fermée. Oui, parce qu'ils Bien arrivent, sûr. ils arrivent et ils font semblant de la déboucher pendant le trajet.
Tu connais le goût quand même en général de l'eau. Non, mais je pense que c'est de l'eau minérale, effectivement. Mais je pense qu'ils mettent dans les demi-bouteilles qui valent assez cher. Moitié-moitié. Tu vois, c'est comme les pichets. Les pichets, moi je prends jamais de pichets. Pas de. Oui. Mais pourquoi Je ne prends jamais de quart. Parce que, en fait, là-dedans. Parce que vous n'avez pas envie de picher. L'autre jour, Isabelle, je vais dîner avec Isabelle au restaurant. Elle me dit, j'ai une énorme envie de picher. Je lui dis, ben c'est au fond du couloir. Mais non, parce que dans les pichets, ils mettent toutes les restes des, soit des verres, soit des autres pichets. Ah ouais. C'est que le pain perdu, c'est le vin perdu là. Mais est-ce que vous êtes sûr que Vittel, par exemple, ils mettent que de l'eau de Vittel dans les bouteilles? Non, parfois ils mettent un peu d'évian aussi. Mais non, parce Pourquoi que... vous me demandez ça? Ah ben non, parce que vous parlez des escroqueries dans les restos, mais là-bas, on sait jamais, parce qu'il y a tellement de bouteilles de Vittel en circulation que c'est quand même une petite source comme ça qui c'est pas ça qui m'inquiète. Hein? C'est pas ça qui m'inquiète. J'ai vu la source de Vittel et grand comme mon petit doigt. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est pas ça qui m'inquiète. Quand vous allez à Vittel, Evian, Vichy, vous voyez tous ces vieux se baigner dans l'eau. Non, mais après. Vous vous dites après, c'est ça que je bois? Mais oui. Mais ils filtrent pour enlever les morceaux. Les vieux morceaux d'ongles. Ouais, tiens les ongles. Tiens des bouts de bridge. Oui. C'est immonde. Le bout de bridge de ma bouteille de Vittel. Ah, mais tu as des chercheurs d'or dans les sources. D'ailleurs, ils ont changé les mamans. C'était une bouteille des vieux. Après, ils ont mis Evian. Et Vichy, ce petit goût salé, vous croyez que ça vient d'où ça? Mais vous savez, dans certaines stations-service, pourquoi dans les toilettes, il y a de l'eau chaude dans les robinets? Non. Mais simplement pour que les gens ne boivent pas de l'eau fraîche pour se désaltérer et achètent les petites bouteilles à la boutique qui se trouve. Qui sont aussi chaudes d'ailleurs, parce qu'en général, c'est J'ai que jamais c'est chaud. vu d'eau chaude. Enfin, il y a eau chaude, eau froide. Non, mais dans quelle station Je parle service je parle dans les lavabos, hein, pas dans les toilettes. Là, je n'ai pas mesuré la température de l'eau dans les toilettes. Une info à la une du Figaro, alors là, assez étonnante. Ils ont fait une étude en Angleterre, c'est dans l'Evening Standard, une étude comparative sur quels étaient les meilleurs projectiles à balancer sur la gueule des politiques ou des... Voilà. Alors, ils ont tout étudié, c'est-à-dire ils ont voulu savoir quel était le rapport efficacité-impact des objets comme les fruits, les légumes, que les manifestants envoient sur les politiciens. Alors, en tête de toutes les conclusions de cette enquête, la tomate. Juste après, vous avez l'œuf. Oui, oui. Après, la figue molle, la farine. Je vous dis pourquoi la tomate. La tomate parce qu'elle offre la combinaison idéale en termes de poids, de précision et d'efficacité à l'impact. L'œuf n'est pas très loin derrière. Il est en plus plus facile à dissimuler, nous dit-on. C'est vrai qu'on le tient bien dans la main, l'œuf. Et il vole loin et explose plaisamment à l'impact. Mais quand même, la tomate est devant. Il y a un petit truc sur l'œuf, si je peux donner un conseil, si vous arrivez à gober ou à souffler les œufs, vous videz la coquille de l'œuf et vous le remplissez de purée de tomates. Et ça fait un certain effet aussi. Alors, l'éclair au chocolat, nous dit l'enquête. Non, mais ça, on a envie de le manger et pas de le jeter. Alors là, oui, c'est une grande déception pour l'éclair au chocolat. Difficile à saisir, dispersion médiocre à l'impact et surtout trop facile à nettoyer, paraît-il. Le steak de saumon. Le steak de saumon, alors pas bon du tout, le steak de saumon. Il se désintègre en vol. Mais enfin, Non, mais là, ça devient n'importe quoi. Alors pourquoi pas un rognon de porc Faut envoyer des saumons vivants. Là, ils ne les intègrent pas. Non, mais c'est incroyable. Mais non, c'est la tarte, sinon, la tarte à la crème. La belge qui parle. Là. Quel gâchis. Alors j'ai bien aussi. étudié la tarte à la crème. Non, mais c'est vrai, la tarte à la crème, ça n'existe pas. Vous êtes n'importe où, dans n'importe quelle boulangerie de la Terre, je vois une tarte à la crème, ça n'existe pas. Non. Et aux Pays-Bas, ils envoient ou des tulipes ou de la mimolette, selon ce qu'ils ont reproché à l'homme politique. À Montélimar du nougat, à Cambrai des bêtises. Voilà. En tout cas, cette enquête proposée par l'Evening Standard est une enquête bien étonnante. Ils ont en plus pris un sosie de Tony Blair pour balancer les projectiles. Oui, pour s'entraîner, pour balancer les projectiles et pour voir. Ils ont fait des vrais tests pour voir lesquels de ces projectiles étaient les meilleurs. Bon, c'est la tomate mûre. Vous avez déjà lancé des tomates, vous? On m'en a lancé. Non. Tous les acteurs ont reçu des tomates. C'est pas vrai. Non. Ça se fait encore, ça, bien non. sûr. Ça, c'est dans les années 60. Les yéyés recevaient des tomates sur la gueule. Mais Il faut venir avec son panier. Hein. Et vous savez qu'on est quand même heureux de pouvoir lancer des trucs parce qu'il y a des pays où on peut rien lancer. C'est-à-dire Éthiopie. Par exemple, ou Irak, ou des pays comme ça. Si tu lances, t'es en tôle. Et alors à ce moment-là, T'as rien, déjà. il y a une histoire assez sympa. Oui. C'est une histoire juive. C'est Allez-y. un petit juif en URSS, à l'époque de l'URSS, il voudrait immigrer aux États-Unis. Alors
On lui demande, il va au consulat, il dit alors, il vous plaît pas le pays? Il dit, on peut pas se plaindre. Ah bon, et la nourriture, on peut pas se plaindre. Et vos dirigeants, on peut pas se plaindre. Le niveau de vie, on peut pas se plaindre. Bah, pourquoi vous voulez immigrer aux États-Unis? Il dit, parce que là, on peut se plaindre. Ah, c'est joli. Monsieur Guy Mollet, il était en visite en Algérie au début de la guerre d'Algérie, et c'était la journée des tomates qui a fait la démission du gouvernement. Il aurait dû plutôt recevoir des œufs, Guy Mollet. Bah ouais, Ah bien. Envoyer des œufs sur Guy Mollet, c'est histoire de se brouiller. On pourrait aussi envoyer un sachet plastique avec de l'urine de chameau, par exemple. Ah oui? Il paraît que ça a une odeur pestilentielle. Ah oui. Ah ouais, le chameau. Et on sait ça parce qu'un jour, dans des studios hollywoodiens, ils devaient tourner un film à Rabizan. Alors ils avaient rentré des tonnes de sable pour faire des dunes, et puis ils avaient mis un chameau dans le décor. Et pour faire la tempête de sable, ils avaient lancé un immense ventilateur qui devait faire le sirocride. Le sirocride. Et puis on lance le ventilateur et ça fait un bruit apocalyptique. Le chameau prend peur. Et que fait un chameau qui a peur? Il pisse. Eh oui. Et dans le vent du ventilateur, cette pisse de chameau se retrouve collée sur les projecteurs, les plafonds, les murs du studio, qui a dû être fermé pendant 2 ans parce qu'il était parce qu'il puait la pisse de chameau. ouais. J'ai vu ça, c'est sur Chamel 5. Non, la pisse de chat, c'est pas mal aussi. Hein. Parce que l'urine de chat, c'est tenace aussi. Ah, hein. ouais, Pas la peine d'aller chercher le chameau. Hein. Non, moi, il y a un de mes chats qui a pissé sur un fauteuil. Et alors, l'hiver, ça sent rien. En ce moment, on peut venir chez moi. C'est un appel, c'est un appel. Vous pouvez venir. Mais le jour Saint-Valentin, venez chez Isabelle Mergo, ça ne sent pas le pipi de chat. Mais l'été, quand le soleil cogne, ça cogne. Hein. Oh, mais c'est horrible. J'ai eu un problème dans la voiture aussi, c'est un vieux qui a... Mais attendez, là je vous jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai. On n'a pas loin de chez nous un home de vieillards, et il y en a un qui s'échappait de temps en temps parce qu'ils n'avaient pas le droit de fumer. Il faisait du stop au bord du truc. Et alors bon, on s'arrête, on le prend et on l'amène là, et je vous jure qu'il a fait sous lui dans la bagnole. Alors bon, après on a revendu la bagnole, j'ai dit c'est le chat qui a un truc. Alors, comme les gens, ah oui, le chat de Gueuluc, formidable, c'est bien, ça avait un côté, ça a donné un petit plus. T'as signé à côté de la piste du vieux. Vous vous rappelez cette histoire fabuleuse, Jacques Chancel recevant un ancien combattant au Grand Échiquier, vous vous souvenez pas de ça? Non. Jacques Chancel qui reçoit un ancien combattant au Grand Échiquier, puis je me suis retrouvé seul face à un Allemand, jamais ça m'était arrivé. Ça a été terrible, ça a été la peur de ma vie. Vous pouvez pas vous imaginer l'angoisse qu'on peut avoir. J'ai chié dans mon froc. Et là, Chancel fait oui, évidemment, je comprends. Non, là, maintenant. Non, c'est pas vrai. C'est histoire vraie. Mais non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai. Si vous faites partie de la ligue d'impro, on reçoit des pantoufles. On reçoit des pantoufles. La personne qui joue et qui à ce moment-là, le public trouve un peu moins bon. Et on aurait tu reçois des sabots et ça fait mal. Hein. Gêné jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Maureen Dor, Jean Benguigui, Jean-François Derek, Philippe Gueluc et Raphaël Mesvaï. Un peu de football. C'est le PSG contre Milan ce soir. Pas de facile pour les Parisiens parce que là ils sont plutôt en grande déconfiture. Peut-être le moyen pour Anelka de se réveiller. Il paraît qu'avec le Real l'année dernière, et c'est vrai, il s'était réveillé pour qualifier le club espagnol en finale de la Ligue des Champions. Peut-être qu'il va faire la même chose avec le PSG cette année, mais enfin on n'est pas nombreux à y croire, hein, Mesrahi. Mais moi je trouve très bon Anelka, mais c'est pas lui qui est en cause. Il y a beaucoup de bons joueurs, mais le groupe fait que ça fonctionne pas. Il y a une telle tension à Paris, mais faut vraiment avoir des couilles pour jouer dans ce club. Benguigui. Moi, je pense qu'il peut faire un coup ce soir parce que d'abord, il y aura tous les recruteurs italiens internationaux pour les gros matchs de la Ligue d'Europe, ils sont là. Que c'est des gamins quand même qui, quand ils veulent jouer, ils peuvent jouer et qui vont régler leur transfert déjà ce soir. Ah oui. Donc, mais bien sûr. Donc, je pense même que le PSG va faire ou nul ou va gagner. Bon, bah voilà. Ça va être la surprise. Ouais, ou perdre. C'est une troisième possibilité. Derek. Alors, PSG Milan, t'imagines le pognon qu'il y a sur le terrain. Ah oui. C'est carrément le budget de la Sierra Leone, là. Dans l'IB ce matin, il nous communique ce que l'AFP a essayé de faire, c'est-à-dire de diviser le budget des clubs de foot de première division par le nombre de points qu'ils ont engrangés en championnat depuis les 26 journées de championnat qui ont eu lieu. Alors le calcul est simple, hein, donc vous prenez le budget de chaque club et vous divisez par le nombre de points. Alors, pour le PSG, il faut le dire,
Un point de championnat, ils en ont 33 actuellement, ça vaut quand même 15,15 millions de francs. C'est le plus mauvais rapport qualité-prix de la première division, Paris Saint-Germain. Le meilleur rapport qualité-prix, à votre avis, Raphaël Mesrahi? Bravo. C'est le Football Club de Troyes. Les stacks. Effectivement, avec 35 points obtenus en championnat par les Troyens. Ils Avec sont un match 10e de du retard. championnat. Alors, ils en sont, eux, seulement à 2 millions le point. Bah, oui, hein. Derrière Troyes, on trouve Guingamp. Et puis, bon, bah, alors, évidemment, en queue de classement ou en tête, ça dépend comment on place la chose. Vous avez avec le PSG, Lyon, Marseille et Monaco. Voilà. Hein. C'est un bon calcul. C'est vrai que c'est pas idiot à faire ce calcul-là. Je n'y avais pas pensé. L'AFP l'a fait. Les chiffres et les lettres, ça vous rappelle quelque chose? Padam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Bonjour. Pam, padam, tam, 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 padam, padam, pam, 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 padam, pam, 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 padam, pam, 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 pam. Créée en 1972, bravo pour le générique. Cette émission a 30 ans d'existence, presque en tout cas 30 ans. 29, c'est ça? Pourquoi? Non, parce que pendant que vous parliez, j'écrivais. C'est 1972 et l'émission a 30 ans. Ou presque. Bah oui. Et vous auriez pas été bon aux chiffres et aux lettres, vous, en tout cas aux chiffres. Alors, c'est pas la plus ancienne émission. À votre avis, quelle est la plus ancienne émission de la télévision? Ah, de la télé. La Qui Mire. existe ou qui existe encore. Existe encore. La Mire. Non, pas la Le journal télévisé. Le journal télévisé. Non. La météo. La piste aux étoiles. 50 ans. 50 Drucker, Météo. Drucker, Non, Drucker, non. Gueluc et Mazur et tout ça. non Le tirage de la loterie. L'émission de la messe, le dimanche. Le jour du Seigneur. Bravo, Maureen. Bravo Maureen. Bravo Maureen. C'est bien, Maureen. Ben Guigui? Elle est forte, elle est forte. Hein. 50 ans pour le jour du Seigneur, 30 ans pour les chiffres et les lettres. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que à partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 11 mai, Patrice Laffont, qui ne présente plus, on le sait, les chiffres et les lettres depuis très longtemps, mais qui produit l'émission Pour moi, maintenant. oui. Pour moi, il présente toujours. Parce que je me repasse les cassettes de l'époque. À l'heure de l'émission. Pourquoi je vous parle des chiffres et des lettres? C'est tout simplement parce que il y a une coupe Armand Jameau en hommage au créateur du jeu qui est décédé le 17 avril 98. Cette coupe Armand Jameau a été décidée par Patrice Laffont, qui est maintenant le manager, même s'il ne présente plus le jeu. Allez-y, Raphaël. J'ai toutes les cassettes audio de la grande époque, et donc je les écoute de temps en temps dans ma voiture. Alors, je roule comme sur le périph', de temps en temps, première, quatrième, troisième, 864. Puis quand je roule, je me fais chiffrer. Non, mais en voiture, c'est bien les chiffres, on n'y pense pas. Mais c'est une gymnastique intellectuelle. Ah, c'est formidable. terrible. Moi, je me souviens à l'époque, quand je regardais, je comprenais jamais comment ils arrivaient à trouver des mots avec toutes les. Oui, ouais, c'est vrai. En les mélangeant à une rapidité. qu'il y a des- Moi, j'arrivais parfois à deviner s'ils allaient prendre consonne ou voyelle, mais c'est tout. Isabelle? Moi, je regardais ça avec ma grand-mère et je faisais un truc, c'est que alors donc par exemple les chiffres, je suis absolument nulle en calcul. Et puis alors je faisais semblant de calculer, quand ça fait je disais ah ça y est, je l'ai trouvé. Et ma grand-mère, elle était très sérieuse, elle essayait vraiment et elle me regardait avec des yeux admiratifs et puis elle me disait oh là là, qu'est-ce que t'es douée. Je disais ouais. Et donc la réputation dans la famille, c'était que j'étais très très douée en calcul mental. Tout ça parce que ma grand-mère, elle me croyait sur Elle était à parole. l'ouest. Moi, j'ai un copain qui faisait c'était la question pour un champion. Il avait magnétoscopé quelques émissions. Il y en avait une qu'il avait bossé par cœur. Ah oui. Il connaissait tout. Et à l'heure où l'émission passait sur antenne, il y avait des gens chez lui. Il mettait la cassette dans le discrètement. Il la mettait en route. Il disait oh mais c'est mon émission préférée. Je vais la regarder. Il mettait sur France 3. Et puis il y avait toutes les questions, toutes les réponses. Et il donnait la réponse toujours avant le candidat. Et ses copains disaient mais t'es vachement fort. Ouais mais c'est comme ça. C'est parce que je regarde souvent. Je connais bien. Oui, puis alors après, il oubliait d'éteindre, et puis il y avait la météo. Bonjour, nous sommes à la Saint-Norbert aujourd'hui. Et un candidat qui a beaucoup fait parler, c'était un candidat non-voyant, souvenez-vous, qui a tenu pendant de longues semaines aux chiffres et aux lettres, parce que non seulement lui, il était fort en chiffres et en lettres, mais en plus, il fallait qu'il retienne évidemment de toutes les lettres qui étaient sorties, puisqu'il ne les voyait pas, donc c'était une mémoire incroyable. Moi, je me rappelle, il y avait un candidat qui s'appelait Monsieur de la Patelière. Il est resté vachement Oui, c'est longtemps. le frère de Denis. Le frère de Ah, Denis. ouais, voilà, je me rappelle, il était super bon, lui. Ouais. Et moi, je faisais toujours ça dans les ascenseurs. Je prenais l'ascenseur, mais il me dit alors, vous avez quel étage? 2e, 4e, 3e, 5e. Et puis, j'avais mis un compteur, puis j'appuyais sur le compteur, j'appuyais jamais sur les boutons. Puis les gens, ils me regardaient. Et au bout de 2 minutes, ils comprenaient, ils disent ah oui, d'accord. C'est tout. Les belles anecdotes de Raphaël Mesrahi. Ça, je me suis marré, ça, je veux dire. dans Ça mon- passe toujours, les chiffres et les lettres. C'est donc maintenant à 16h30. Non, ça passe plus. À 18h, nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec Claude Sarraute, Isabelle Mergo, Annie Lemoine, Laurent Scott, peut-être Valérie Mérès qui est en retard,
Et autour de toutes ces femmes, Pierre Bénichou. Quand je dis autour de toutes ces femmes, plutôt au milieu de toutes ces femmes, pardon. Je vous en prie, oui. C'est déjà assez difficile sans qu'en plus vous vous moquiez de moi. Vous pourriez avoir une petite solidarité masculine. Enfin, je ne sais pas, mon cher Pierre, si vous saviez que vous alliez être entouré de toutes ces femmes, parce que je vous trouve particulièrement élégant, justement, aujourd'hui. Oui, c'est chez moi un état latent, n'est-ce pas? Et oui, élégant. Je vois que ça va être drôle. Il lui faut, vu le tour de taille, il lui faut au moins 5 femmes pour l'entourer. Hein. Moi, toute seule, je fais pas le tour. Hein. Elle est vulgaire, mais tellement sympathique. Moi, je suis vulgaire. Moi, vulgaire. Mais pas vulgaire, Isabelle. Mais non, putain, non. Oh merde alors. Vous êtes contente, Isabelle, de retrouver Laurent Scott, Annie Lemoine? Ah oui. Je crois que c'est la première fois qu'il y aura autant de femmes dans les... Moi, j'ai jamais vu ça. Et ça tombe sur moi. Et en plus, chacune m'a dit avant d'arriver, que je les ai croisés dans le couloir, elle m'a dit, dis donc, qu'est-ce qui va t'emmerder avec toutes ces connes? Chacune m'a dit ça en parlant des autres. Et ça, je trouve ça pas bien. C'est pas possible. C'est pas vraiment des copines. Ouais. Annie, vous avez dit ça? Non, je vais avouer ma grande faute, j'ai juste croisé Isabelle sur le trottoir et je l'ai pas reconnue. Elle s'est jamais habillée pareil quand elle fait le trottoir et quand elle fait la radio. Hein. Quand elle fait la radio, elle a des jupes très courtes, un turban, les bras nus, tout ça. Et quand elle fait le trottoir, une nonne. C'est sa nouvelle clientèle, c'est ça mon truc. Il est vache, tout ça parce que je me suis refusée à lui. C'est vrai? Mais oui. Alors ça. Cela dit, il n'a pas insisté beaucoup. Laurence, vous êtes contente de revenir ici? Mais oui. Bon, nous aussi. Vous avez eu des échos, votre famille qui vous a entendu? Si, une copine qui m'a dit effectivement qu'une cliente à elle avait... ça va loin. Mais alors là, c'est typique, tu as tellement raison. Laurence, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire? Que quelqu'un te dit, je connais quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'elle vous a dit, ce quelqu'un qui... qu'elle avait entendu mon nom et qu'elle a dit, parce que je suis célèbre dans ma région, quoi. C'est quoi votre région? Dans ma région. C'est quoi votre région? La Bourgogne. Le Morvan. Et donc, sa cliente, parce qu'elle est kiné. Je précise, parce que elle a dit j'ai entendu, voilà. Donc voilà le seul écho que j'ai eu. C'est passionnant, l'éternel féminin, c'est extraordinaire. Mais non, c'est la collège des kinés en Bourgogne. C'est bien, maintenant on peut faire un bouquin, un truc comme ça. Tu vois un éditeur, tu dis j'ai une copine qui est kiné en Bourgogne. Pas dans le Morvan, si. Oh là. Quel best-seller nous allons faire. Allez, il y aura une femme en moins. On va commencer à commenter l'actualité. Une femme en moins dans la course à la présidentielle. On le sait depuis hier soir. Dominique Voynet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate à l'Élysée en 2002. C'est une nouvelle, ça, quand même. Hein. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'elle est assez lucide et qu'elle se dit qu'elle a aucune chance. Et Voynet, quand elle dispute des courses, je crois qu'elle a envie de les disputer pour gagner et qu'elle se voit pas demain. Elle a raison, assise dans le fauteuil de Chirac. Donc elle renonce. Cela dit, je crois qu'aussi elle a été meurtrie par l'affaire de l'Erika, les journalistes, la façon dont on l'a traitée. Je dis on, sciemment. Et voilà, et puis ça fera un souvenir à ma mère. Enfin, je veux dire à Noël, ma mère. Moi, je partage tout à fait, enfin, si je puis me permettre, parce que les hommes ont le droit de parler de politique ici. Ça, c'est une phrase vraiment machiste, tu vois. Non, je crois aussi que Dominique Voynet n'a aucune chance, cela est évident. Je disais qu'il y a un score limite en deçà duquel on est un peu ridicule. Or, elle se dit, pour l'instant, les écolos peuvent avoir un score qui est un peu ridicule. Laissons donc aller ma mère. Ma fille. Non mais Claude, moi c'est ta sœur. La voici, la voilà. Elle est charmante. Valérie est arrivée, c'est vrai. Il était temps que j'arrive parce que ça avait l'air chiant. Alors, moi je suis en retard parce que j'ai pris le RER. Alors je tiens à dire que je prends le RER pour être à l'heure et que j'ai été en retard. Mais tu connais aussi un kiné qui vient de Bourgogne ou pas? Ça, c'est sympathique finalement, Pierre, d'être entouré de toutes ces filles-là, non? Oui, l'enfer existe. Alors, on parlait de Dominique Voynet, non candidate à l'Élysée. Évidemment, vous avez raison de le souligner, Pierre Bénichou. Ça fait plaisir à Noël, ma mère, parce qu'il a de fortes chances d'être lui, même si c'est pas fait. Il y aura des élections au sein du Parti des Verts et il y aura d'autres candidats. On parle déjà de Cochet, de qui d'autre? Enfin, ce sera lui, probablement. Ce sera ma mère? Oui, je pense. Ouais. Personne ne peut remplacer ma mère. Alors, elle a fait un calcul très très simple. Elle va prendre le secrétariat général du parti, grâce à quoi après, elle pourra revenir au gouvernement. Comme super ministre. Voilà. Bon. Laurent Scott, vous êtes écolo, vous? Dans l'âme, ouais, quelque part. Dans l'âme ou dans le quelque part? Justement, je ne peux pas savoir, parce que quelque part me tue. Quelque part dans l'âme. Quelque part me tue. Ah oui? Quelque part, c'est l'expression la plus... Enfin,
mais c'est ma génération, quelque part. Non, à moins qu'elle soit employée avec tellement de grâce. Quelque part, on disait, je vais te filer mon pied quelque part. Ça veut dire des miches. Maintenant, on dit dans le quelque part. Alors là, quand j'entends l'opposition entre dans l'âme quelque part, non, c'est ou l'âme ou le quelque part. Ça peut pas être les deux. Isabelle, quelque part. Oui, je vous vois en train de lire les journaux quelque part. Oui, parce que j'ai préparé l'émission aujourd'hui. C'est pas vrai. Oui, et puis pour une fois, je prépare, on parle de rien. Attendez, c'était le premier gros sujet. Dominique Voynet, non candidate à l'Élysée, mais j'avais préparé un truc pour Dominique Voynet. Allez-y. Mais je viens de le lire, c'est pas très drôle. C'était quoi? Heureusement qu'elle n'était pas mariée avec ma mère, parce que ça faisait Dominique ma mère. Oh, si, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais pas dû dire tout. Dominique ma mère. La spontanéité vous demande beaucoup de travail en quelque sorte. Hier, j'étais spontanée, j'ai pas dit un mot. Là, je me suis dit tiens, je vais préparer. Je me suis levé des potrons minaires pour écrire Dominique ma mère. Mais tu le prononces pas très bien. Comment? Pour ceux qui ont du mal, tu vois. Dominique ma mère. Ça va? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Oui. Ah oui, Dominique, ma mère. Voilà. Mais attends, mais je prends pas le public pour des crétins. Ils auront compris. Ouais, mais je suis pas une actrice lourde. Je n'ai pas besoin d'appuyer les effets. Ah, je savais que ça allait finalement tailler entre les filles, dites donc. Le public est de plus en plus intelligent quelque part. Allez, parlons de ce tragique accident entre un sous-marin américain. J'ai rien là-dessus. Si, allez-y. Entre ce sous-marin américain et ce bateau de pêche japonais. Ça se passe au large d'où déjà Bon, quelque part, il y a quelque part dans la mer de Hawaï. Au large de Hawaï, voilà, et c'est surtout d'ailleurs les marins pêcheurs qui ont fait aïe parce que ils se sont retrouvés tous dans l'eau. Ils étaient 35, il y en a quand même 7 qui ont disparu, à peu près, donc 28 qui ont été sauvés, repêchés. Pourquoi? Parce qu'un sous-marin est revenu à la surface sans faire attention à ce qu'il y avait au-dessus. Il faut dire que ce sous-marin n'était pas piloté par des vrais marins et par le commandant du submersible, mais par des civils. C'est-à-dire qu'on avait fait visiter le sous-marin, puis on dit tenez, amusez-vous, essayez de le faire remonter. C'était des ministres qui s'amusaient. Non, mais il faut dire qu'il faut être drôlement noir quand même, hein. Enfin malchanceux pour être dans un sous-marin remonté au niveau de la mer. Tu te rends compte, il y a un petit bateau de pêche japonais sur toute la mer. Quelque part, ça fait quand même pas beaucoup de chance de tomber dessus. Tu remontes au submersible. J'ai aimé quand vous avez dit submersible pour pas faire la répétition avec sous-marin. Le vrai travail de journaliste. C'est la classe. Bon. Vous dites tiens, si quelque part je faisais remonter mon submersible. Bon. Est-ce que je tombe pas sur un bateau de pêche japonais? Mais c'est exactement ça. Il est remonté quelque part. Oui. Oui, non, mais faut se méfier parce qu'effectivement, ce sous-marin n'était pas au man professionnel et ça, c'est l'heure de la confession pour moi. Je dois avouer quelque chose. Ça m'évoque une anecdote. Chose de très personnelle, j'ai conduit, par exemple, le bus quelque part de l'équipe de France de football. Ah oui, championne du monde. Oui. À Deauville, une nuit tard, et ça s'est bien passé. Mais non, c'est vrai, il paraît que tous les mecs de l'équipe du Paris Saint-Germain ont été traumatisés. Depuis, je joue plus. Elle a peut-être conduit le bus. Mais moi, j'ai déjà piloté un avion, un sous-marin et même un quart de touriste. Bon, enfin, c'est normal, j'avais eu la queue du Mickey 3 fois de suite. Pas mal. C'était dans un manège. Ça se fait toujours dans les manèges, la queue de Mickey qu'on attrape? Ah bah bien sûr. Ah ouais? Oui, t'as un tour gratuit, bien sûr. Et plus t'es en hauteur, ça te fait pas chier la béniche que je parle? Et plus t'es en hauteur, plus tu l'as la queue du Mickey. Il faut prendre l'hélicoptère. Quoi? C'est vrai. Ah mais c'est vrai, attendez que je vous parle. Alors je vous parle d'un truc que je sais. Oui. On parle d'un temps que les moins de 20 ans. Oui, dans vous un ne pouvez manège, pas connaître. Conseil aux enfants qui nous écoutent, dans un manège, prenez l'hélicoptère pour avoir un tour gratuit en attrapant la queue du Mickey. Ah oui, D'accord, si on me laisse pas chanter, moi je reviens plus. Hein, parce que mon public me plébiscite en tant que chanteur. Je reçois des lettres chanter avec votre voix de cristal. Oui, mais voilà. On parle maintenant, dès que je chante, on me laisse plus chanter. On parle de manège, alors chante. Ou je chante, ou je ne viens plus. Non, mais tu ne viens plus et tu arrêtes de chanter. Il y a 1% qui la regarde, la radio. Si. Annie? pour résumer, si j'ai bien compris, ils sont plutôt infidèles dans leur cuisine. Pardon. Pas loin, ça. On lui a dit qu'elle était drôle, alors maintenant elle se lance. C'est des Mais
c'est vrai. Non, mais je veux une synthèse rapide. Bien sûr, c'est une excellente synthèse. Voilà, un fidèle dans la cuisine. Non, mais par contre, nous, on est vachement fidèles, animateurs, parce que vous, quand vous changez de station, on vous suit. Ça, c'est vrai. Allez, on quitte ce sujet pour un hold-up. Les hold-up originaux sont toujours intéressants, même si parfois ça fait des victimes. Là, 3 hommes encagoulés, armés d'une hache et d'un nunchaku, se sont emparés de 30 000 francs lors d'un hold-up dans un supermarché de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Quoi? Il était armé de quoi? Un nunchaku. Il fait comme si tout le monde savait ce que c'était un nunchaku. Un nunchaku, c'est un petit livre de poèmes japonais. Et donc les types se sont fait pincer. Oui, c'est ça. Parce que les types. Les poèmes sont tellement chiants que tout le monde. Non, pas du tout. Il dit, si vous ne me donnez pas la caisse tout de suite, je vous lis un nunchaku. S'il vous plaît, non. Derek? Non, c'est un pays. Quoi? Nunchaku. Mais non, C'est dans le Kamchatka. Si, c'est à côté. C'est deux manches. Ah, mais c'est comme cette émission à la télé. Il y a aussi une émission avec deux Vivement manches. deux manches. Oh, bah là, Non, avec c'est tous les 2 manches manches qu'il de y a. bois avec une chaîne. Exactement. Bah, Oui, c'est et on s'assomme toujours avec ça. Moi, on a voulu m'apprendre à faire le nunchaku. Pas le nunchaku, le nunchaku. Bah, moi, c'était le moon. Ah bon? T'avais pas le bon, t'avais une autre paire de manches, toi. C'est pour ça que... Le nunchaku, c'est pareil, mais c'est avec des moon boots. Tu noues les trucs pour les porter autour de ton cou. Oh, t'imagines les méga sports avec des moon boots? Mais ils sont fous. Alors. Non, mais c'est rare un hold-up au nunchaku. En quand été, tu même. fais pareil, mais avec des tongs. Hein. Ajoutez la suite. Ils avaient un nunchaku et un fusil à pompe et un fusil à pompe. Oui, et un pistolet automatique. Parce que depuis l'aventure des armes à feu, il n'y a pas un homme qui est plus fort qu'un autre. Mais le fusil à pompe, c'était pour chourer les chaussures? Non mais franchement, dans un supermarché, quand vous voyez quelqu'un à Sucy-en-Brie en plus débarquer avec un nunchaku, vous donnez l'argent, quoi. Je veux dire, c'est. Surtout s'il y a deux types avec des fusils à pompe derrière. Mais non, mais le nunchaku, c'est vachement dangereux, hein, croyez-moi. Moi, j'ai vu déjà quelqu'un avec un nunchaku faire. Si tu te reçois dans les couilles, ça fait mal. Hein, Ah, t'as une boursite, mais grave. Après, tu dois tirer sur les bourses et ça fait coucou toutes les heures. Ça, c'est le nunchaku suisse. Oh, vraiment. Ah, vous êtes nunchaku. Une petite faiblesse, Bénichou? Pardon. Je vais te sortir mon nunchaku, tu vois, c'est des faiblesses. Pierre Nunchaku. Oui, mais c'est mon vrai nom, en fait. En fait, je suis apparenté au nunchaku par ma mère. Tu es ceinture quoi? Je suis ceinture de soie. Première dame. 18h, toujours avec Mergo, avec Alfonsi, avec Bénichou, Annie Lemoine, Jean-François Lérec et Philippe Gueluc. Roland de Chaudonnet publie chez Perrin Les Plagiaires, le nouveau dictionnaire, un livre qui parle de tous ceux qui ont écrit et ont emprunté, c'est un euphémisme, parfois d'illustres prédécesseurs. C'est bien ça, Roland de Chaudonnet, bonjour. Ah, c'est ça, bonjour, alors, oui, c'est bien ça. Dans le Figaro, Nicolas Destienne-Dorf publie même des photos carrément de Jacques Attali, de Jean Vautrin, de Jean Edernalier et de Louis Gardel, qui sont des plagiaires aussi. Bah, sous une certaine forme, oui, des plagiaires, enfin, oui, on peut dire qu'ils ont, si vous voulez, ils ont copié sur d'autres écrivains. Ils sont dans votre dictionnaire? Ils sont dans le dictionnaire, bien sûr, oui, bien sûr. Molière, c'est un plagiaire? Molière, c'est très compliqué. D'abord, il fallait suivre la tradition classique qui était d'imiter. On a toujours dit qu'il prétendait « je prends mon bien où je le trouve ». Or, il n'a jamais dit ça. Ce texte nous est indiqué par le premier biographe de Molière qui, citant Molière, dit que Molière avait l'habitude de dire « je reprends mon bien où je le trouve ». Ce qui veut dire tout le contraire. Et bon, enfin, c'est un point d'histoire littéraire qui n'est pas connu et partout vous trouvez cité la phrase de Molière mal citée. Enfin, le mari de Stéphanie de Monaco, il était plagiaire, lui, non, au début? Oui, il était plagiaire. Oui, bien sûr. Non, mais on l'a déjà faite, celle-là, oui. Mais cher monsieur, donc votre livre s'appelle Les plagiaires, le nouveau dictionnaire. Voilà. Et comment vous situez-vous, en 2001, par rapport à cet ouvrage qui était paru il y a 3 ans, qui s'appelait l'Encyclopédie du plagiat? Vous vous en êtes inspiré? Non, il n'y a pas de l'encyclopédie du plagiat qui est parue, non. Parce que moi, j'ai trouvé que votre livre ressemblait un petit peu à cette encyclopédie du plagiat.
que j'avais beaucoup aimé à l'époque. L'encyclopédie du plagiat ressemblait beaucoup à mon dictionnaire que j'avais publié 8 ans auparavant. Voilà, parce que c'est une deuxième édition en fait, en quelque sorte. Oui, c'est une deuxième édition, oui. Moi, je ne vois pas Monica Lewinsky dans la liste des noms que et elle a pompé, hein, croyez-moi. Par exemple, là, je lis page 155 à propos de Lamartine que autant suspend ton vol, ce n'est pas de lui. Non, c'est pas d'elle, c'est pas de Lamartine. Alors c'est de qui? C'est d'un petit poète du 18e qui s'appelle Antoine Léonard Thomas. Dites, votre dictionnaire où on trouve tous ces plagiaires, c'est pas par ordre alphabétique, c'est classé comment alors? C'est dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique, du plus ancien à nos jours. Voilà, exactement. Alors j'ai envie d'aller tout de suite aux dernières pages. Mais ils y sont tous, hein. Je regarde la fin du dico, là, votre dico. Alors effectivement, il y a Vautrin, il y a Pierre Schoenderfer, et il y a Calix Beyala, vous l'avez cité, Françoise Sagan. Qu'est-ce qu'elle a pompé? C'est compliqué. Si vous lisez l'article Françoise Sagan, vous verrez qu'elle a été accusée de plagiat. Je crois même qu'elle a plus ou moins été condamnée. Mais en fait, c'est pas un plagiat. Il se trouve que elle a cité un... Elle s'est inspirée. Elle s'est inspirée, oui, d'un roman de... je sais plus qui, au fait. Mais c'est Le Chien Couchant. Dites Gloria Lasso, quand vous savez son pas. livre Le Chien Couchant. Jean Hougron, c'est pas ça, c'est Jean Hougron. Jean Hougron. Voilà. Bah, c'est Jean Hougron. Monseigneur Gaillot a pompé aussi. Ah oui, bah lui, oui. Ah oui, non, mais c'est dans la liste. Oui. Philippe Solers. Philippe Solers, il le dit lui-même. Mon premier roman est un plagiat. Régine Desforges. Avec la bicyclette bleue. Oui, mais elle a gagné son procès. Ça n'est pas un plagiat, c'est de la contrefaçon. Ouais. Jean Edernalier. Jean Edern, oui, il picorait un peu partout. Ouais. Jacques Attali, évidemment. Bah oui. Bah, Attali, c'est déjà un nom plagié, c'est une tragédie de Racine. Les frères Bogdanov. Ah oui, les frères Bogdanov. Mais on ne sait pas qui a copié sur l'autre. Irène Frein, vous dites que sa guirlande de Julie, publiée chez Robert Laffont, emprunte beaucoup à une thèse de Denis Lopez qui s'appelait La plume et l'épée de Montausier. Oui, parfaitement. Trini Lopez. Patrice Delbourg, ex-journaliste de l'événement du jeudi. C'est incompréhensible, ça, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a un talent fou, Patrice Delbourg. Pourquoi est-ce qu'il est allé piquer des poèmes dans un manuscrit d'un poète qui n'a pas été publié, d'ailleurs? Alors vraiment, là on comprend pas. Alfonsi, c'est un sujet qui vous passionne? Oui, mais je trouve que le plagiat, d'abord, ça a toujours existé. Par exemple, dans la musique, le principe même, c'était de repiquer des trucs qu'avaient fait les gens avant. Bon. C'est vrai. Au Moyen-Âge, l'œuvre était littéralement collective, donc on repiquait en permanence. Et ceux qui ont sauvé toute la culture antique, c'est les moines qui se permettaient de recopier en permanence, qui étaient en réalité les plus grands plagiaires, mais qui mettaient des choses en plus. Bon. Et donc le plagiat est au cœur même de la création artistique. Et c'est aussi une question, vous citiez tout à l'heure Lamartine, peut-être que ce petit poète inconnu avait déjà écrit autant suspend ton vol, mais celui qui avait du talent, c'était Lamartine. Voilà, et c'est celui qu'on a retenu. Et le talent, c'est pas rien. Moi, ça me rappelle justement, vous parlez des journalistes, ça me rappelle d'un type pour qui j'avais une énorme admiration, et qui était Bodard. Bon. Bodard, il a longtemps été sur le terrain avec les journalistes, etc. Mais il commençait à se faire vieux, puis il aimait bien boire un coup, donc il restait au bar, puis nous, on allait comme des cons, crapahuter sur le front, etc. Puis on revenait avec les infos. Et il nous offrait un verre quand on revenait. Donc on lui racontait, on lui racontait ce qui s'était passé sur le front, machin, ici ou là, bon. Et puis nous, on allait faire nos papiers, minables. Et puis le lendemain, on lisait dans le journal l'article de Bodard, et c'était effrayant parce que c'était le talent. Et il avait ramené nos infos, mais c'était lui qui avait le talent. Excusez-moi, voilà, c'est tout. Donc je trouve que donc il y a des bons plagiaires. Bien sûr, le plagiat, c'est au cœur de l'œuvre artistique. Le plus grand de tous, dont on dit sans doute que c'est l'homme qui écrit le mieux le français, qui est La Fontaine. Je veux dire, il a pris chez Ésope des tas de trucs, la plupart. Il est dans le Nico, la plupart de ces femmes sont des traductions des hommes. Mais je ne reproche pas aux auteurs, je ne reproche rien d'ailleurs, mais en particulier, je ne reproche pas aux auteurs de se servir de leurs prédécesseurs. Je leur reproche de présenter comme étant d'eux des textes qui ne sont pas d'eux. Voilà, je le leur reproche quand même. Isabelle Mergo, vous voulez intervenir? Oui, je voulais savoir, vous en avez découvert, vous, par vous-même, des plagieux? Quelques-uns, oui, quelques-uns. Pas beaucoup. Mais comment, qui découvre? Faut vachement bouquiner pour ça, pour les découvrir. Oui, c'est de la sueur. Ça n'est que de la sueur. Et la lecture des éditions critiques des auteurs classiques. Et c'est souvent les universitaires. Ce sont les universitaires qui découvrent. Et puis souvent aussi les familles, ou même les intéressés eux-mêmes, ou les descendants des intéressés, qui disent ça, c'est mon oncle, mon frère, mon père, qui a écrit ceci. Ou l'auteur qui est éventuellement. Et voilà. Ça se passe souvent dans mon métier de dessinateur et chez les dessinateurs de presse. Vous, Félix Le Chat, vous avez tout pompé à Félix Le Chat. Complètement, j'ai juste enlevé Félix. Et j'ai mis Le Chat. Et c'était fait.
Avec l'informatique maintenant, on peut pas mettre en mémoire tous les livres et puis non. Si, bien sûr, si. Il y a le démarquage. Si vous remplacez un substantif par un autre, un verbe par un autre équivalent, l'ordinateur voit plus rien. L'ordinateur, on peut encore prévoir de le programmer, mais actuellement, il y a des gens qui décryptent la littérature de cette façon pour voir les ressemblances entre deux textes. Ça me fait penser, j'ai un ami qui avait écrit un roman et qui un jour se rend compte que le prénom du héros n'est pas celui qu'il faut, et le héros s'appelait Pierre et il le remplace par, je sais pas, j'invente, par Roger, et il le fait par traitement de texte et il demande de remplacer le prénom dans le topo. Et évidemment tombe une phrase où il cite que celui qui n'a jamais péché lui lance la première Roger. Eh oui. Moi, pour parler de l'ordinateur, il se trouve que j'habite à Paris, rue Monsieur. Et quand ils ont mis les ordinateurs à ma banque, je ne recevais plus rien de ma banque pendant des mois et des mois. Pourquoi ? C'est parce que Monsieur était transformé tout de suite par M. Donc il m'envoyait des lettres. Rue M. Avec Monsieur Nana, rue M. Alors évidemment, ça ne me parvenait pas. Et j'ai retrouvé ça de courrier qui était retourné à la banque. C'est Mathieu Chédid qui a reçu tout le courrier de Bénichou pendant 10 ans. Et je me suis rendu 2 fois, je crois, au domicile de Pierre Bénichou, et il se fait que mon hôtel se trouve rue Madame. C'est vrai. Et j'ai fait rire plusieurs chauffeurs de taxi, en tout cas 2. Votre hôtel. La chambre d'hôtel. Oui, c'est-à-dire l'hôtel. Déjà que vous avez un château en Belgique, si vous faites croire que vous avez un hôtel à Paris. Alors à chaque coup c'est pareil, et c'était 2 fois un chauffeur de taxi asiatique, il vient nous chercher rue Madame, on monte dans le taxi, on dit, disait-nous rue Monsieur. Et on voit le type, il n'y croit pas, et on voit, alors il se... Est-ce que tu fais bien l'asiatique, c'est fou. Et puis, là, l'asiatique de dos. Et puis, il se retourne, et à chaque fois, ils m'ont fait tous les deux le même coup, ils m'ont dit, non, sérieusement. Quand vous quittez chez Pierre Bénichou et que vous rentrez chez vous? Non, c'est Pierre qui nous dépose. Alors la dernière question que je voulais vous poser, puis on va vous abandonner, Roland de Chaudenay, c'est le plus gros plagiat, le plus énorme plagiat qu'un auteur ait osé faire et que vous ayez, vous, recensé dans votre dictionnaire. À mon avis, c'est Stendhal sur les lettres sur l'histoire de la peinture, oui. et les lettres sur Mozart, Métastase, etc. Stendhal était vraiment un plagiaire sans vergogne. Incroyable. Voilà. C'est un Stendhal. Et il y en a beaucoup. Mais il y a un plagiat historique qui est pire. C'est un auteur belge qui a publié un livre, et ça commence comme ça. Max, un grand gaillard de 1m80, s'assit dans le fauteuil, prit le livre qui était à côté de lui et l'ouvrit. Ouvrez les guillemets. Et là, il met toute l'histoire des 3 mousquetaires. Et il termine en fermant la guillemets et en disant « Quel formidable bouquin !» dit Max. Ça sera le mot de la fin. Bravo. Merci à Roland de Chaudenay qui publie Les Plagiaires, le nouveau dictionnaire chez Perrin, et c'était un excellent sujet de conversation. Moi j'ai trouvé pour une fois, on ne parlait pas de pisse et de sel. Oh là là. Qu'est-ce que vous en faites du livre après? Oui, non, moi je le prends. J'ai demandé en premier. Monsieur de Chaudenay va nous l'envoyer à tous, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous plagier, monsieur de Chaudenay? Je vais envoyer à chacun. Est-ce que vous... Voilà. Moi c'est facile, vous envoyez monsieur B, rue M. À 18h, nous sommes ensemble ici pour commenter l'actualité sur Europe 1 avec aujourd'hui Christine Bravo, Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Jacques Martin, Raphaël Mesrahi et Jean-François Derek. Vous allez bien tous? Oui, je vous demande une faveur. La prochaine fois qu'on est ensemble avec Bravo, vous dites bravo juste avant Derek, comme ça ferait bravo Derek. Très bien. C'est nouveau. Oui, parce que là, ça fait bravo Mergo et ça m'a énervé. Oui, déjà que vous avez piqué votre place. Hein. Bah d'accord, ouais, bien sûr. Christine a sa place autour de la table et elle ne veut pas qu'on la lui prenne. C'est terrible, hein? Isabelle? Mais je lui ai rendu. Je voulais lui donner et vous m'avez dit non, on s'en fout. J'en ai rien à foutre. Vous allez bien, Christine? Ouais. Et moi, je chante pâté, moi aussi, c'est bien. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Christine. Je vous ai eu au téléphone il y a pas longtemps. Je m'interroge sur la santé de Christine. Ça va bien, figurez-vous que je fais un régime. Ça se voit. On peut vous dire que ça se voit. C'est vrai? Ah oui, ça se voit. Incroyable. Ça t'a bien pris, hein. Tu vois. Ah non, mais alors c'est dingue comme ça se voit. Oui, c'est fou. Je vous Alors je jure. fais un régime, je bois plus que de l'eau depuis 10 jours et je suis en pleine forme. Oh là là. Tu vas pouvoir refaire la télé.
Quand on dit ça se voit, t'imagines ce qu'on n'osait pas te dire avant. Comment vous allez faire pour être drôle encore alors? Eh ben non, ne vous inquiétez pas, je suis à fond là. Et c'est vrai que pour tout vous dire, hier j'étais dans mon lit, il était vers minuit, je regardais donc votre excellente émission qui a battu de Chavannes à plat de couture, je le signale. N'ayez pas le triomphe modeste. C'est une habitude, j'aime battre Christophe. Et alors donc, je regardais cette excellente émission, puis je me suis dit, merde quand même, ça fait 10 jours que j'ai pas bu un verre de vin. Là, je vais peut-être fêter mes amis que je vois à la télé, parce que j'en étais malade de pas être avec vous, évidemment, parce que ça faisait tellement famille. Ouais. Je comprenais pas pourquoi j'étais dans mon pieu pendant que vous travailliez le 1er mai. Et donc, je vois cette demoiselle Mergot qui se met à chanter merveilleusement bien, mais surtout je vois sa jupe à ras-le-bonbon, ses jambes magnifiques, son bide complètement plat. Et ben j'ai... Oui, c'était bien moi. Eh ben Isabelle, grâce à toi et grâce à ce corps absolument sublime, malgré ton grand âge, oui. Je suis encore ta cadette. Alors? Ouais, de 2 jours et demi, ouais. Et donc, grâce à ça, eh bien, j'ai rangé le verre et je me suis dit, non, c'est comme ça qu'il faut que tu sois. Ce qui est con parce qu'elle, elle arrive à être comme ça tout en picolant. Franchement, Isabelle. C'est un petit peu vrai, mais ça, c'est la chance que j'ai eue à la naissance. Je peux boire ce que je veux et manger ce que je veux. T'as été élevé à la Bible. Bon, Jacques, je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui. Hein. Ah oui. Hein, ben, ça ne fera que continuer, puisque moi aussi, j'ai assisté à votre émission depuis chez moi, et j'ai ri comme... Ça fait longtemps que j'ai pas ri. J'ai retrouvé un esprit qui est génial. C'est vrai que l'esprit de famille marche. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Ah, maman. Oui, et Non. Et quand comment s'appelle-t-elle, Maureen sortait pour allaiter son bébé, c'était trop mignon. Oui. Alors toi, t'as dit qu'il y avait 5 heures entre 2 tétés. Oui, Ça fait longtemps que t'as pas allaité. Hein. Non, Je sais pas si t'as vu la maigreur de ses enfants. Moi, j'ai cru que c'était un truc écrit. Elle traîne pas ce gosse à minuit. Alors, elle allait, c'est obligé. Bon, enfin, j'en ai eu 8, moi. Bon, t'as jamais allaité. Mais tu les as pas non, allaités. je l'ai jamais allaité. Quand tu vois la paire de loges qu'elle se trimballe, tu comprends. Hein. C'est amusant qu'on parle de ça parce que la une du Figaro, Véziane de Vézin, nous raconte que justement aux États-Unis, il y a encore de puissants lobbies qui sont contre l'allaitement des enfants. Ça, j'ignorais ça. George Bush a eu cette vision prophétique et écrit Véziane de Vézin. Le bilan glorieux de ces 100 premiers jours permet de jeter les fondations du progrès. Et puis il a lancé en direction de la voie lactée. Les moments les plus marquants de ma vie ont été des événements familiaux. Cette révélation, écrit Figaro, peut constituer un heureux présage. Les femmes allaitantes vont peut-être cesser, grâce aux efforts conjugués du dit progrès et de la fibre intimiste du président, d'être les ennemis numéro 1 des puritains outre-Atlantique. Je ne savais pas qu'aux États-Unis, les puritains étaient encore contre les femmes qui allaitaient. Il n'y a pas que ça. Ils ont découvert que les femmes qui allaitent ne donnent pas une vitamine ou un, je ne sais pas, quel produit, les oligo-éléments qu'on trouve dans le lait en poudre. Christine, vous allaitiez votre... Non, je l'ai pas fait, non, mais par choix, parce que c'est une vraie contrainte. La preuve, elle est obligée de sortir, elle est allaiter son bébé, et puis vous pouvez pas le refiler au papa, et puis à un moment vous dire, allez, je vais me faire 5 heures de shopping. Il en a moins que toi, c'est ça? C'est pas ça, mais bon. Et donc, c'est quand même très confort. Le biberon sert, papa peut le donner. Vous êtes pour la tétine, vous? Oui, moi je suis pour la tétine. Enfin, moi, je suis... Pire que ça. Pire que ça? Ben oui, parce que bon, allaiter, tant pire ça que t'as été allaité, bon, ça crée des trucs un peu, la mère et le fils, un enfant un peu, pas très net, hein. Mais moi, c'est pire. C'est que je me suis rendu compte que j'étais venu au monde à la suite d'un rapport sexuel. Ah oui. Et si ça se trouve, c'était dégueulasse. Ça surprend, hein. Si ça se trouve, c'était dégueulasse. Moi, le jour où j'ai appris, j'ai plus osé regarder ma mère. Ça se trouve, mon père, il dit, vas-y, retourne-toi, alors, c'est bon, hein, tu la sens bien. Et total, moi, alors, putain, ça comprend que ça traumatise, hein. C'est vrai. C'était retourné. En tout cas, il y a quand même une chose dont tu n'oses pas parler par modestie. Oui. Depuis que la 6 a lancé le Loft Story. Eh ben, la vie a changé. Quand le mec dit qui a peuté et que quelqu'un répond c'est Gisèle. Oui, elle dit c'est moi en baissant la tête. Là, voilà l'émission. Qui c'est-il qui a pété? Non, c'est vraiment la fin du monde. Je ne l'ai pas vu encore. La presse entière parle de Loft Story. Il y a des trucs dans les chiottes, dans les dortoirs, tout ça, mais c'est du voyeurisme. Tu sais quoi? Le pire, hier, moi, j'étais donc en train de regarder ton excellente émission, et le téléphone sonne, il dit, Christine, tu sais quoi? Il y en a un qui s'est tiré. Du loft. Le mec, il en pouvait plus, il était accroché à la poignée, il donnait des coups de pied, il disait je veux sortir, David, il a claqué la porte. Alors attends, mignon. Et moi je suis ravie parce que je me reprends le samedi.
j'ai d'un côté qui veut gagner des millions et de l'autre côté qui sait qu'à péter. Et alors en plus, les trucs vraiment intéressants, tu les vois pas. C'est-à-dire on dit machine à coucher avec l'autre, ça tu le vois pas. Tu remarques qu'il y a de l'action quand même. Hein. Ah oui. Ouais, c'est à un moment donné, il y a le mec qui se lève, tu dis putain, où va-t-il? Alors il se dirige, qu'est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va se rasseoir? Est-ce qu'il va aller se laver les mains? Est-ce qu'il va aller boire une bière? Le suspense est entretenu jusqu'au bout. Claude, vous l'avez regardé, vous? Non, je n'ai fait que rattraper puisque je n'ai pas pu voir la première jeudi, mais hier j'ai regardé à 18h10 ou 15. Alors qu'est-ce qu'il y avait hier? C'est-à-dire, tu comprends, comme c'est eux qui improvisent, forcément. Alors c'est très indigent, mais autrement c'est mignon. Tu vois, tu m'as dit que j'étais vulgaire. Il y a une jeune femme qui dit à un garçon, pourquoi tu dis que je suis vulgaire? Alors le dit, non, dis pas ça, elle dit, pourquoi tu dis que je suis vulgaire? Non, à peine. Et ça dure, on dirait Jean-Yann dedans des bonnes manières. Je peux pas raconter une histoire très drôle parce que ça se passait ici. Toujours avec Christine Bravo, Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Raphaël Mesrahi, Jean-François Derek et Jacques Martin. Et Christine, continuez à chanter pendant la publicité, vous chantiez encore. C'était quoi cette chanson que je connais pas là? C'est une vieille chanson française, mais je suis en train de me rendre compte, ma grand-mère me chantait ça pour me distraire. Allez-y voir. Mais c'était terrible. C'était quoi? C'était une qui disait, ma colombine bien aimée, je t'écris du petit lit blanc, où la fièvre me tient tremblant, suant, grelottants et râlant. Et puis répare. Oui, mais et puis t'avais aussi les yeux de maman sont des étoiles. Oh là là, la maman qui est morte au paradis. Vois, oh là là, quand il veut Doc Gynéco, il fait de belles choses. Le petit Bosco, tu te souviens pas du petit Bosco? Dans ses grands yeux tout empreints de tristesse, on voit passer des larmes de chagrin. Oh là 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 là, mais c'était plombé, tu vois. Il allait, tout le monde se foutait de lui. Il disait, le petit Bosco, t'as une bosse dans le dos. Et puis alors tout le monde se foutait de lui et tout. Puis un jour, ils le suivent, il avait 3 fleurs, il lui arrache ses fleurs et tout. Non. Et puis, en fait, il allait les porter sur la tombe de sa maman. Et après, plus personne riait, c'est ça? Oh oui, après, il riait plus du tout. Petit Bosco. C'était un bossu, en fait. Oui, c'est un bossu. Il y avait une variante de ça. C'était. Vache. Il y avait une fille, petit Bosco, t'as une bosse dans le dos. Puis il y avait un autre qui dit, petit Boscu, t'as un trou dans le cul. Enfin. Authentique. Des règles, vous ne respectez pas. Authentique, hein. Il n'y a plus de bossu d'ailleurs. Non. On en recherche d'ailleurs. On en recherche pour le. Si vous êtes bossu. Non, mais c'est vrai, je suis en train de penser ça. Il y a de moins en moins d'infirmes, oui. Il y a de naissance. Il n'y a pas beaucoup de becs de lièvre aussi. Enfin, ça se détecte. C'est génial. Avant, il y avait des bossus, il n'y a plus de bossus. On les met dans des maisons de redressement, les bossus. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais franchement, c'est bizarre. Pourquoi d'un seul coup il n'y aurait plus de bossus? Mais enfin, c'est pas d'un seul coup. C'est qu'on opère les bébés maintenant qui ont des malformations à la naissance. Comme elle dit, il n'y a plus de bec de lièvre. Ah oui. Qui dit ça? Mon amie, Isabelle rappelle-moi Mergo. ton nom, Isabelle Mergo. Ouais, mais ça faisait de l'animation dans les rues quand même. Ah, qui est con. Non, c'est vrai, t'as eu le bossu. Et puis ça portait chance, on touchait la bosse du bossu. C'était un bon public pour nous. C'était un bon public. Oui, rire comme un bossu. C'est vrai. Mais surtout, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui. C'est plus qu'à voilà. Il n'y en a plus de bossu. Comment? Il n'y en a plus de bossu, vous voulez dire, non? Non, c'est pas ça. Non, ce que je comprends pas, c'est que bon, il y avait la malformation, mais on nous disait aussi, tiens-toi droit, car sinon tu seras bossu plus tard. Donc on nous disait aussi, arrête de faire la grimace quand il y a du vent. Arrêtez comme ça. Tu vas rester comme ça. N'avale pas des noyaux de cerise, t'as un cerisier. Ne mange pas la viande. Mange du pain d'abord. Ah oui? Ouais. Moi, mon père me disait toujours, arrête de boire de l'eau. J'avais 8 ans. Dis donc, tu l'as écouté. J'en ai jamais bu depuis. Arrête de boire de l'eau, tu vas avoir des grenouilles dans le ventre. Tu te rappelles, Christine? Vous me disiez toujours, alors t'as fait tes devoirs? Ce garçon est fou. Et vous, c'était quoi les noyaux de cerise? Mais si tu avales un noyau de cerise, fais gaffe, il va te pousser un cerisier dans l'estomac. Et moi, je croyais que c'était vrai. Mais oui, et la grimace, enfin, tu la connais, le vent. S'il y a un coup de vent, d'ailleurs, j'ai dû prendre un coup de vent. Je la connais pas, ça. Si vous faites une grimace. Et qu'il y a un coup de vent à ce moment-là, il va rester comme ça. On reste avec la grimace. Si tu fais une grimace et que la cloche de la Saint-Jean sonne,
tu restes avec ta grimace. Ça aussi, je la connaissais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah si, on retrouve. Oui, il faut pas réveiller aussi un somnambule, sinon il meurt. Ah oui. Ah oui. En plus, on en croise tous les jours des somnambules. Moi, j'ai un fils somnambule. C'est pas vrai. Mon frère était somnambule. Ouais, il ne l'est plus. Il a changé de métier. Non, il était. Mais vraiment, il est au milieu de la nuit. On l'a vu ouvrir la porte et commencer à descendre l'escalier. Et son père et moi, on n'a pas osé intervenir. Et il a fini par terre? Non, il a descendu un étage. Et quand il était sur le palier, il s'en allait. L'autre jour, j'étais chez moi, il y a un mec qui était dans l'armoire, il ouvre. Il vient se coucher dans le lit, j'ai pas osé intervenir. Ma femme m'a dit n'interviens pas, c'est un somnambule. Il est con, hein. Allez, du café en canette autochauffante. C'est pour bientôt. C'est Nestlé qui va sortir ça. C'est dans le Parisien. On nous raconte que pour 12 francs, c'est pas si cher, vous aurez 21 centilitres de café chaud. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe. À l'intérieur de la boîte, attaché au couvercle du bas de la boîte, se trouve une sorte de cylindre divisé en deux. La partie basse contient de la chaux vive et la partie supérieure de l'eau. Pour obtenir du café chaud, il faudra tenir la boîte à l'envers, appuyer sur un bouton de plastique. Ce geste libérera l'eau qui se trouve dans le haut du cylindre, qui tombera alors sur la chaux vive. Une réaction chimique se déclenchera en moins de 3 minutes. Ce liquide, qui atteindra 60 degrés, réchauffera le café tout autour. On retournera alors la boîte, on tirera la languette sur le couvercle du haut, et alors on dégustera son café chaud. C'est bon. Je l'ai goûté, bien sûr, je l'ai goûté, mais c'est parce que ça existe. Je l'ai montré. Il y a longtemps que ça existe. Excellente Angleterre. Il y a Union Libre. Non, c'est pas en Angleterre, c'est en Italie, en Grèce. Et les Belges font le contraire, c'est-à-dire pour avoir toujours de la bière, non. Froide, pour avoir de la bière froide, toujours. Tu mets ta canette dans ta poche et par le même système, au lieu de chauffer, ça refroidit. Mais moi, c'est pas une nouveauté. Mais est-ce que le café est bon? Excellent. Oh! Excellent, si. T'as jamais bu mon café. Si, je te jure que c'est très bon. Si le café est bon à l'intérieur, en le réchauffant, il sera bon. Ah bah oui. Il y a des plats comme ça. Il y a des plats comme ça. Moi, la pire des choses, c'est les nouilles à réchauffer. Vous avez ça, vous? Je n'ai pas ça chez moi. Mais quand je descends en Charente-Maritime avec mes neveux, au lieu de ça, avec mes neveux. J'ai de grands bœufs dans mon étable. Et de grands bœufs dans votre voiture, donc pour descendre en Charente. Il y a des plats comme ça qu'on achète. Alors pareil, on décapsule un truc et ça chauffe. Oui. Et je leur donne ça. Du macaroni à la tomate. Non, mais c'est des plats, par exemple une blanquette de veau. Et en voiture quand tu descends. Oh la vache. Bah oui, parce que la blanquette de veau dans le virage. La blanquette dans un virage, ça doit être chouette. Les neveux, on s'assied dans le parking avant. Et on fait pas ça. C'est chouette. C'est chouette tes week-ends. Devant sur un parking. Si vous voulez que je vous l'amène, j'ai une machine à faire du vin de France. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai acheté en Amérique. C'est un espèce de truc, ça chauffe, ça brouille, et on met de la poudre de vin, paf, un peu de flotte, paf, on allume, ça grenouille, et à l'autre bout, du vin de France. On boit du vin de France. Je vous amène ça, vous allez vous régaler. On veut voir. Moi j'amènerai la blanquette, on va se régaler. Oui, tiens, quel gueuleton. Quel gueuleton. Et si tu veux les hors d'œuvre, on fera des bolinos. Bolino. Alors moi, toute ma période de service civil, quand j'étais objecteur de conscience, je vous conseille le bolino. Je sais pas si ça existe encore. Hachis parmentier. Je n'ai jamais mangé un hachis parmentier aussi bon. Je comprends pourquoi tu es objecteur de conscience. Une année, je faisais le Tour de France et évidemment dans la caravane publicitaire, il y avait Bolino et c'était des camions Bolino. Et c'était des femmes qui conduisaient les camions. Alors t'imagines le Tour de France, il y a à peu près 15 000 mecs et il y a 5 femmes. Et donc t'avais toute la caravane qui chantait « Heureusement, il y a Bolino ». Alors, vous me faites penser vous savez quoi, vous me faites penser à Orlando, le frère de Dalida, que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie. Il vous embrasse d'ailleurs, Raphaël Mesrahi, m'a dit que c'était un de vos meilleurs amis. Il vous embrasse Christine. Et moi alors? Et il vous embrasse Jacques. Il peut, oui. Alors j'ai une anecdote à vous raconter. Passé, ces idiotes. Alors il produit Daniel Ducruet en ce moment, c'est pour ça qu'il vous remercie. Parce que ça j'attends le disque. Et alors on voulait avoir Daniel Ducruet dans l'émission au téléphone vendredi après-midi dernier. Non, je vous raconte l'anecdote. Et donc Paul Couder qui s'occupe. Paul ne connaît que la version d'ici, mais moi je connais la version de ce qui s'est passé chez Orlando quand nous on a appelé pour essayer d'avoir Daniel Ducruet, parce qu'il m'a raconté ça la semaine dernière.
Donc on appelle, on dit voilà, on voudrait Daniel Ducruet dans l'émission de Ruquier. Bon alors là il y a un assistant d'Orlando qui dit oui, mais vous savez, il faudrait pas parler de la princesse et de l'affaire et du scandale. Alors Paul vient me voir et dit bon Laurent, ils veulent bien que vous ayez Ducruet au téléphone, mais faut pas parler de l'affaire. Et moi je réponds mal. Tu peux lui dire, je promets que moi je ne parlerai pas de l'affaire en question. Et le type, évidemment, l'assistant va voir Orlando et dit je crois qu'on va pouvoir leur donner Ducruet parce que Laurent Ruquier a dit qu'il ne parlerait pas du scandale, de l'affaire de la piscine et tout ça. Et là, il y a Orlando qui m'a raconté, j'ai dit à Philippe, mon assistant, tu es une pauvre idiote. Laurent Ruquier, lui, il va pas me parler. Mais tous les cons qui sont autour. Et je me suis dit, j'ai sympathisé avec lui parce que je me suis dit, ce mec est un génie. Voilà, c'est un vrai producteur. Et, non, mais il est pas, tu vois la perche qu'on avait. Il est pas idiot, quoi, le garçon, quoi. Et vous, Christine, alors? Je le connais parce que effectivement, j'ai reçu Hélène Ségara et Ducruet. Comment ça s'est passé avec Ducruet? Moi, j'ai pas vu l'émission. Gentil garçon, franchement, gentil garçon. Il manquerait plus qu'il morde. Mais alors, dépassé par les événements. Mais alors, c'est vrai qu'elle a une bite énorme. C'est ce qu'on dit. Si on la connaît, c'est grâce à Christine. Hein, c'est toi qui nous a amené les photos. Ça, vous êtes bien gardé de lui dire ça. Ouais. C'est Merci. C'était la seule émission de radio où on avait regardé ce magazine effectivement et tout le monde riait. Oui. Il y avait Laura Adler avec nous. Oui. Et qui a très bien, Christine avait ramené d'Italie les magazines montrant les scènes. C'était mieux que Loft Story, hein, croyez-moi. Un braquemar. Colossal. Écoutez, c'est un type qui a assez de recul et à un moment. Au bord d'une piscine, une jambe en l'air et l'autre dans le petit bain, il faut avoir du recul. Il faut pas faire autrement, hein. Écoutez, il doit être. J'ai compris tout de suite. Il est très très intelligent. Mais il n'est pas du tout aussi idiot que vous avez l'air de mais en fait, prétendre. il l'est quand même un peu. Non, mais pas plus que tout le monde. Moi, je propose, puisqu'il ne veut pas nous donner ses chanteurs, Orlando, qu'on l'invite lui ici. Et moi, je suis sûr qu'il pourrait être très drôle. Orlando, quand tu es arrivé à Paris avec un mot de recommandation pour moi, tu m'as donné un disque que tu avais enregistré. Je l'ai encore. Si dans 8 jours tu n'es pas venu en Europe, on le diffuse. Raphaël Mesrahi, Jean-Luc Lemoyne et Jacques Martin. J'ai un mariage à vous annoncer. Ça c'est plus agréable quand même. Le fils Kohl qui a épousé sa jeune fiancée turque. C'est un événement parce qu'il faut quand même se rappeler que l'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, qui a aujourd'hui 71 ans, avait maintes fois choqué la Turquie lorsqu'il était au pouvoir parce qu'il avait dit jamais la Turquie ne pourra être un pays européen car l'Union européenne c'est un club chrétien et pas musulman. Et voilà, son fils Peter Kohl, 35 ans, épouse une jeune femme turque et qui a eu une double cérémonie, une cérémonie catholique et une cérémonie musulmane. Helmut Kohl a fait le voyage jusqu'aux États-Unis ou en Angleterre? Non, à Londres. Turquie. À Londres, non, ça s'est passé à Londres. Comment c'était pas en Turquie? Non, ça s'est passé en Turquie, moi je l'ai lu. Ça pourrait être aussi en Allemagne. Vous avez raison, c'est à Istanbul. Voilà. Et Madame Istanbul n'est pas en Angleterre. Non. Et quoi? Et donc j'ai lu aussi comme Jacques. Oui, j'ai lu. Mais pas en même temps. Et on a. Alors, et Maman Kohl. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'elle déteste sa belle-fille déjà. Non. Non, c'est parce qu'elle ne supporte pas le soleil et que ça lui donne des cloques qui suent. Elle suppure, quoi. Si elle est en cloque à 71 ans, c'est formidable. Dites-moi, il va se régaler, hein. Il va se régaler, hein. Qui ça? Ah, le petit avec le la fils Turque. Kohl. Oh là là, c'est un nounours, les Turcs. Les femmes turques, elles sont poilues. C'est un régal. Vous ne pouvez pas dire ça des Turcs, en fait. Quoi c'est pas honteux d'avoir du poil. Ça me fait penser que hier, Loana s'est épilé le maillot. Avec ses dents. Avec quoi? Avec ses dents. Eh ben, c'est une fausse blonde. Voilà. Racontez. C'est tout. Tu t'es jamais épilé le maillot? Non. Mais on a vu ça. On a vu ça à la télé.
Oui, bah oui. Mais sauf qu'ils ont pas de cire, donc ils font ça en bricolage. Ils découpent un peu de tissu, ils mettent du Nutella et hop à la cire comme ça. Le Nutella sert à tout dans l'œuf. C'est l'élément de base. Et après, il y a Jean-Édouard qui nettoie. Au Karcher. Au Karcher. Faut faire gaffe avec les poils parce que le fils d'Helmut Kohl. Ah oui. Bon, enfin voilà. Non, mais justement, ils sont mariés, ils vivent plus à la Kohl. C'est ça qui est chouette. Les 1001 nuits du fils de Helmut Kohl. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Ah oui, c'est un beau roman. Pour un papa qui refusait que la Turquie fasse partie de l'Europe. Non, mais Jacques, je vous demande de retirer ce que vous avez dit à propos de la communauté turque. Tu n'as pas de honte. Istanbul est une ville les plus jolie au monde. Ah non, je suis d'accord. Voilà. Et moi, je vais me recueillir chaque année à dans la mosquée bleue d'Omar. C'est vrai? Oui. Alors, voyez. Parce qu'il y a un truc formidable, ça me fait toujours rire. Il y a un trou. Bon. Je jure que c'est vrai. Il y a un trou dans un pilier. Oui. Si la personne qui est avec vous enfonce le doigt dans le trou, le retire et que ce soit humide, c'est qu'elle est enceinte. Ça peut gâcher tout le séjour. C'est vrai, ça? C'est une tradition. C'est vrai? C'est une tradition. Si vous allez à Istanbul, vous verrez. Oh, c'est drôle, il y a une quinzaine de femmes qui attendent avec le doigt. Ils n'ont pas inventé le G-test. Oui. Voilà, il faut aller à la mosquée. Mais c'est la plus belle mosquée du monde. Mais là, depuis le début de l'émission, je comprends mieux pourquoi, Jacques, vous avez eu autant d'enfants, c'est que vous voyez des trous partout aussi. Oui, elle voit des trous partout. Non, j'ai pas voulu, mais je suis très heureux de ma famille. La Chine, je voudrais vous en parler. Ce que j'aime pas, c'est mon fils qui a 40 ans et qui me dit à plus. Non, mais à qui on parle, dans le Dieu? Au revoir, papa, à plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi qui ai beaucoup d'esprit, je fais A plus B au carré. Alors, il se part pas. Au revoir, papa. Vous parlez, enfin, mais tous les jeunes disent à plus. Mais enfin, c'est stylé, ton fils. On dit, puis-je prendre congé de vous, père? Et le père répond bye bye, on dit bye bye. Pareil, moi je dis bye bye. Christine, comment votre fils vous dit au revoir? Déjà, j'aimerais bien qu'il m'appelle. Mais c'est d'une tristesse. Tu verras, Frigide. Au début, c'est mignon. Il s'appelle pas plus à 3 ans. Hein. Quel est son nom? Mathieu. Mathieu, mon petit, ta mère est là à côté de moi et dissimule ses larmes sous ses longs cils bruns. Moi, je suis infaillible. C'est-à-dire? Quand ça sonne à ma porte, j'ouvre. C'est un de mes enfants. Tu refermes? Non. Non, mais je le regarde et je dis, je fais l'expérience, j'ai dit, ça va me goûter 2 bâtons. Au ton de gentillesse. Tu vois, si ton fils mais c'est ça. Dit, papa, mais pourquoi on se voit pas? Bonsoir. Et parce que tu téléphones jamais. Oh, j'ai essayé un dimanche. Oh, t'es pas là. Oh, quel plaisir de te revoir. Tu sais, ça marche bien pour moi. J'ai tellement de travail. C'est les heures perdues dans le métro, tu comprends? Moi, il me faudrait pas grand-chose. Non, pas comme avant, là. Je rêvais de Ferrari. Non, moi, tu vois, la 320 RCBC. Christine. Moi, l'autre fois, il foutait rien depuis quand même un certain nombre d'années. Et puis, il est venu, j'ai eu très peur. Parce qu'il m'a dit, maman, tu sais quoi, j'ai trop de projets. Et alors ça fout les pépettes. Ah oui, parce que les projets, il faut quand même investir. Il faut les financer. Il faut les financer, les projets. Eh ben, moi, j'ai eu le coup du projet. Ça y est, je joue ma pièce à Avignon. Oh la vache. Mais il va justement moi, ma mère, combien de fois j'ai entendu dire, mais j'avais 3 billets de vin. C'est incroyable. Et ma mère, qui me connaissait, me disait, baisse ta culotte. Et elle retrouvait le billet.
Ça fait rien, je le revolais à l'odeur. On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous allons ensemble commenter l'actualité aujourd'hui avec Claude Sarraute. Isabelle Mergo. Oui. Isabelle Alonso. Oui. Jean-François Derek. Oui. Franck Bénichou. Et Jacques Martin. Quelle ambiance. Vous allez bien tous? Ouais, très bien. Oui. Claude, vous allez rendre forme. Ah ouais, je me sens vraiment bien. Tu sais, je me demande si elle commence pas à marcher, la DHEA. Tiens, parce que j'ai doublé la dose. Je te jure, depuis, je me sens plus. Comment ça, vous vous sentez plus, vous voulez Non, dire mais je me sens vraiment mieux. Elle a pris une douche. Ça, vraiment, alors. Moi, je croyais que c'était une plaisanterie très fine, c'était quelque chose, je suis éthéré, pas du tout, ça veut dire je me sens plus, tu sens, oh. Non, mais attendez, ça va. Isabelle Mergo, c'est pas digne de votre coiffure. Car aujourd'hui, je dois dire que c'est Vanina, fille de la jungle. On a l'impression que les évangélisés inclinaient leurs antennes et aussi on sculpté dans la forêt de ses cheveux une sorte de paysage. Ah oui, c'est vrai. Si je cherche une liane, c'est pas vers vous que je dois aller. Ah oui, il y avait les aventures de Liane la sauvageonne aussi. Liane la sauvageonne. C'est vrai qu'Isabelle, je vous ai souvent vu mal coiffé, mais à ce point-là. Mais attends, j'ai mis vachement de temps. Bah, j'ai mis du sel, Ah oui, là, c'est du et tout, boulot. c'est vachement... Vous n'êtes pas coiffé avec un pétard, mais avec une bombe à hydrogène. Ah non, c'est assez curieux, je dois dire. Jacques, vous êtes d'accord? Vachement joli. Bah, merci, Jacques. Oui, on a l'impression que c'est après l'acte. Quel acte? À l'acte. À la douche? Non. À l'acte. Oh, Après l'acte. Mais il y a de ça au moins 5 heures. Ça va? Ah bon. Bonjour François Derek, tout va bien? Bah oui, moi je suis responsable de l'acte, donc je suis content de 5 heures après. Jean-François Derek est mieux coiffé, lui. Allez, ça vous dirait de commenter l'actualité pour commencer? Ouais. Alors allons-y. Par quoi on commence? Roland Garros ou Loft Story? Allez, Loft Story. Ouais. Il paraît que celle qui a des chances de rester parmi les 3 filles, parmi lesquelles on doit choisir pour en exclure une seule, celle qui a les chances de rester, c'est Loana. Hier, le plébiscite a été vraiment en sa faveur. 71% de téléspectateurs souhaitent que la blonde Loana reste dans le Loft. C'est normal aussi, il y a qu'elle qui baise. Donc, non, mais moi je trouve que c'est un démenti à ce truc qui nous a fait tant de mal, à savoir jamais le premier soir. Ah oui. Elle baise le premier soir et c'est elle qui reste. Exactement. Mauresmo, elle aurait mieux fait de faire ça. Elle serait restée. Non, mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Non, mais alors Loana, elle est très malheureuse. Ça, je vous le dis. Libération nous raconte un peu ce qui se passe sur TPS, parce qu'on voit pas tout sur M6. Mais sur TPS, il paraît que Loana a confié 3 fois sur 4, si je vais au confessionnal, parce qu'il y a un confessionnal, c'est pour parler à un psychiatre, parce que ça ne va pas du tout. Tout le monde lui reproche de ne faire que manger, dormir ou d'aller au confessionnal, mais c'est parce que vraiment, elle déprime. Elle vomit dans les toilettes. Et en même temps, elle ne veut pas quitter le Loft. Ah bah, voilà, elle dit, et surtout, je veux pas sortir. Et Laure, la garce, la méchante. Ouais, la méchante. Oh, Laure, elle dit, je ne comprends pas pourquoi elle reste si elle est mal comme ça. Ben voilà. Ah non, c'est une c'est une vraie petite Non, elle est peine. malheureuse. Oh, tu parles. Moi, je dis qu'elle est malheureuse comme femme, Laure. Elle veut gagner, quoi. Elle n'a pas souffert autant pour partir au milieu, quoi. Ben oui. Bah, elle veut gagner, c'est normal. Mais oui. Moi, je trouve que ça devient vraiment passionnant. Avant, j'étais déjà accro, mais alors maintenant, je quitte plus mon écran. Ah oui? Mais oui, parce que Tu plus... vas arrêter le DEMH, là. Hein. La DHEA, Jacques. Oui, on s'en fout, c'est quoi? Ah, c'est une pilule anti-vieillissement, tu devrais en prendre. Moi, je m'en fous de vieillir. L'autre actualité, c'est Roland Garros. Et le Canard enchaîné qui a trouvé un surnom à notre Française qui s'est fait éliminer. J'aurais voulu y penser moi-même, c'est Amolie Mauresmo. C'est joli, là, quand même. Très joli. Non, mais franchement, vous avez suivi les matchs de Roland Garros. C'est l'hécatombe, quand même, pour les Français. Moi, je vais vous dire, j'y crois pas à Roland Garros. Hein. Ah oui? Foutre des mecs et des filles comme ça, ensemble, en espérant qu'ils vont s'éliminer les uns les autres, en pensant qu'il ne restera plus qu'un et en croyant que les gens vont regarder ça. Non, je crois pas, moi. Ou alors qu'ils se balancent des peluches au lieu de se balancer des balles de tennis. Mais sinon, ça marche pas. C'est le genre d'émission qui ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Il y a un autre Français quand même qui s'est pas mal débrouillé hier, c'est celui qui a tenu tête à votre petit favori. Ouais, mais enfin, c'est Pete Sampras, mon chéri. Et il a quand même réussi. Mais il lui a donné du fil à J'ai bien peur retordre. qu'il n'arrivera pas en finale. Tu prends des paris difficiles, hein, numéro 1 mondial depuis 10 ans. Non, il n'a jamais gagné à Roland Garros. Il n'a jamais gagné sur Roland Garros. Et il s'est fait presque éliminer au premier tour. Et ta copine ne joue plus, là, Suzanne Langlais? Non. Vous avez arrêté le tennis ensemble?
Exactement. Exactement. C'est le surnom qu'on a donné pendant un moment à Monica Lewinsky jusqu'à la faire, sa pipe sans trace. Attends. J'ai lu dans le journal une chose incroyable. Les Américains viennent de sortir un nouvel aspirateur. Non. Comment ils l'appellent? Non. Eh bien, ils l'appellent le Monica Lewinsky. Ah oui, c'est une bonne idée. Oh. Si, quand même. Oh. Mais il paraît qu'il y a des mecs qui servent d'aspirateur pour se donner de la joie solitairement. Est-ce que c'est vrai ça? Non, j'attends. C'est pas possible, un tuyau d'aspirateur, te rends compte? Mais c'est un mec qui m'a raconté ça. Moi, je suis pas allée vérifier. Le tuyau. Ah oui. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même petit ce tuyau. Et c'est très court. Un direct. Bah, ce qui est con, parce que vider 2 sacs pour en remplir un autre. Moi, j'ai essayé avec un océdar. Un Irlandais? Oh, c'est malin, ça. C'est drôle. Ah, c'est drôle. Roland Garros, rien à ajouter, mon cher direct? C'est chiant. Ah oui? Oh, quand même. Non, c'est pas chiant. En deuxième semaine, c'est bien, mais la première semaine, c'est un peu chiant. La baballe. 30. Ah baballe. Oui, je suis de ton avis. Faut pas que j'y aille avec mon chien, il ramène la balle. Vous avez joué, vous, déjà, Isabelle Mergo, au tennis? Une fois. Ah, racontez. Il y avait, on s'est pris une raquette, évidemment. Ça commençait bien. Putain, qu'elle est originale comme fille. Au départ, elle a commencé avec une poêle. Et le mec qui voulait m'apprendre était juste à côté de moi, puis il me montre le mouvement, il me dit voilà, tu fais ça comme ça, voilà. Et il s'est pas reculé, enfin, je sais pas, on s'est pas coordonné. Et il était juste à côté de moi, et je prends mon élan, et là. Et je lui ai cassé le nez. Ouais. Et puis c'est le sein. J'ai jamais touché à une raquette. Donc je crois que j'ai même pas envoyé la balle. Voilà. Et vous, Claude, vous avez joué déjà? Ah, n'en parle pas. C'était vraiment le martyr de ma vie. Le plongeon et le tennis. Mes parents voulaient absolument que je fasse tous les sports. L'escrime, ça allait à peu près. Mais alors le tennis, je souffrais. J'étais nulle. Une espèce de gros sac de pommes de terre. La vie des riches, c'est un calvaire. Quand arrivait la balle, je mettais ma raquette comme ça au-dessus de mes yeux pour pas qu'elle m'attaque. Pour pas qu'elle me touche. C'est une horreur. C'est quand même dingue parce que vous avez quand même des jeunes qui nous écoutent en banlieue, qui supplient leurs parents pour qu'ils puissent leur acheter une paire de Nike ou je ne sais quoi. Et la vie de Claude Sarraute, c'est mon chéri, c'est terrible. Entre l'escrime, la natation et le tennis, je n'en pouvais plus. Bah oui. C'est dingue. On s'imagine pas. Bah non, mais vu de notre petit côté, on s'imagine pas que vous avez vos soucis aussi, vous les riches. Bien sûr. Ça va, je suis moins riche que toi, probablement. Je te parle pas aujourd'hui, Claude. Je te parle de mon enfance par rapport à la tienne. Je te parle pas aujourd'hui. Je sais que je suis beaucoup plus riche que toi et je t'emmerde. Alors, et si tu avais des gosses, tu leur ferais faire des cours de tennis s'ils en avaient envie ou même s'ils en avaient pas. N'oublie pas que Claude a pris le métro un jour. Et a été vendeuse aux galeries Lafayette. Non mais Claude, c'était pas une injure ce que je disais. Si, tu t'es foutu de ma gueule, mon petit Laurent. Absolument. Pas du tout, ma petite Claude. Claude, je suis de ton côté. Pas du tout. Parce que moi aussi, j'en ai pris des volets à coups de canne de golf et ça fait drôlement mal. J'étais à la maison à Sarcelles. Non, mais il y en a sorti son club et boum, donnait des coups. Il y en a marre toujours contre les riches. Qu'est-ce que vous avez? Je dis simplement que, effectivement, aujourd'hui, Claude, c'est facile de dire aujourd'hui que je gagne de l'argent. Bien sûr, j'en gagne aujourd'hui. Mais non, mais si tu avais un môme, tu le mettrais peut-être. Non, il irait au banana café. Ma faute si mes parents avaient de l'argent. Non, enfin, Claude, ce que j'essaie simplement de dire, c'est que quand j'étais gosse, dans mon petit HLM, comme Derek ou comme le bonhomme, je mais il a raison quand même. Je n'imaginais pas un seul instant que les enfants de riches avaient aussi leurs petits problèmes de piscine, de tennis et l'escrime qu'on leur imposait. Eh ben oui, c'est comme ça. Vaste! Une grande rencontre de la gauche et de la droite. Mais non, des depuis riches que et je des connais pauvres. Ruquier, je ne dis plus jamais de mal des riches parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Nous, les pauvres, on en a bavé. Hein, nous, on joue au foot avec une chaussette. Et puis, on était obligé de porter les pantalons du grand frère. Avec tous les ourlets qui étaient marqués comme ça tous les centimètres. On n'avait pas l'air con à l'école. Et les chaussettes reprisées. T'as pas connu ça? Mettre les pantalons de ton grand frère. Ah, mais après, tout ça, c'était avant la guerre. Mais après la guerre, mes parents ont tout perdu, alors. Ah oui? Ah bah oui, il y a eu les salopards, les rouges qui sont arrivés. Les rouges à Paris, attends.
Bon, Isabelle, vous? Mais même, t'aurais jamais pu être vraiment pauvre puisque t'étais riche au départ. Non. Mes parents avaient des sous avant la guerre. Évidemment que Laurent a raison. Moi, quand j'étais petite, c'est pareil, j'ai pas fait de tennis, j'allais au patronage laïque et puis on faisait des trucs genre du saut en hauteur parce qu'un élastique c'est pas cher. On faisait du basket parce que c'est un ballon, on faisait des choses comme ça qui ne coûtent pas cher. J'ai pas touché une raquette avant d'avoir. Tu jouais un vrai ballon, oui, je jouais au docteur. Ça oui, ça coûte pas cher. Un vrai ballon, moi j'avais une boîte de sardines pour jouer. Ouais, mais moi j'étais pas en Afrique du Nord avant la guerre de 14. Et moi j'avais une petite tête de pauvre. Elle vient de dire deux choses tellement méchantes. Et même Amélie Mauresmo me dirait pas ça. Moi j'ai un point commun avec Claude quand même, c'est le plongeon. Quand on apprend à nager et qu'on n'a aucune espèce de talent pour le plongeon. Et quand on peut pas plonger, on peut pas. C'est pas la peine. On plonge comme un fer à repasser. Il y a rien à faire. Et moi aussi, on a essayé de m'apprendre à plonger. J'ai appris 50 ans. Ça et la plonge, vous n'avez jamais réussi. La plonge non plus, mais je l'ai faite quand même. Mais plonger correctement, là joliment, comme font les gens qui savent plonger. Tu plonges de 3 mètres, tu tombes sur le ventre, tu fais des plats. Vous avez fait du ski nautique? Oui. Ah oui, c'est marrant. Tu sais où? En Côte d'Ivoire. Ouais. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jean-François Derek et Isabelle Mergo. Allez, je vous parle de la météo, puisqu'il y avait, vous savez, un festival international de la météo à Montréal, comme chaque année. C'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi? Comment ça, un festival de la météo? Il y a un peu de pluie, un peu de soleil, un petit coup de brouillard, une tempête de neige. Ça fait des années, ça fait 11 ans que ça existe. Et c'est la deuxième fois seulement que c'était hors de France. Là, cette fois donc au Canada. D'habitude, c'est à Issy-les-Moulineaux que ça se passe, le trophée international de la météo. Et c'est Evelyne Delia qui a été couronnée cette année comme meilleure présentatrice météo. Celle que j'aime, c'est celle qu'on voit de profil et qui a une cambrure formidable. Bénichou, celle qui a une cambrure, là, je vois pas laquelle vous voulez. Cambrure, moi je regarde que ça. Parce que ça m'intéresse pas du tout le temps qu'il fait, moi. Ah oui? Oh, je trouve ça chiant, les gens maintenant. Et parle dans le micro, ça vous intéresse? Non, les gens maintenant sont devenus impossibles avec ça, quel temps il fait. Tu peux pas dire, je peux aller enterrer mes enfants à Calais, t'as eu beau temps. On ne parle que de ça, ça m'emmerde. C'est passionnant. Oh bah moi, ce qui m'énerve avec les speakerines et les speakerins, enfin les présentateurs de la météo, c'est qu'ils se mettent toujours devant la Bretagne. Alors c'est là que j'ai une maison, c'est là que je veux savoir si c'est beau ou mauvais. Vous n'avez pas remarqué? Non. Ils sont toujours à la gauche de l'écran. Ah oui, ils cachent la Bretagne. Ils cachent la Bretagne. C'est insupportable. Il y a qu'à dire qu'il pleut, va. Ah non, il pleut pas toujours. Il pleut pas en Bretagne, hein? Écoute, il fait toujours 20, 25, 30. Toi, tu as une maison à Biarritz, près de Biarritz. Et ben moi, j'ai du mimosa en Bretagne. T'en as sûrement pas à Biarritz. Non, je l'ai fait venir d'où? Non, il pousse. Le matin, je l'ai planté, il était minuscule. Maintenant, il est grand comme ce studio. 4 mètres. Je crois qu'elle confond le mimosa avec les boutons d'or. Le mimosa. Vous vous souvenez les boutons d'or? Ça existe toujours. Il y en a toujours. Ouais, alors on le mettait sous le menton et on disait t'aimes le beurre ou t'aimes pas le beurre? Ouais. Et alors quand ça brillait, t'aimes le beurre. Ah, je connais pas ça. Ah bon? Mais vous faites quoi? Qu'est-ce que tu faisais avec les boutons d'or, toi, là? J'arrachais les pétales, puis je faisais je t'aime un peu. Non, c'est avec les marguerites. Ben oui, mais nous on était pauvres. Hein. Derek. Vous savez pourquoi les présentateurs météo sont des stars comme ça? Non. Parce que la météo, c'est le seul sujet où tout le monde est d'accord. Oui. Tout le monde est à égalité, personne n'y connaît rien. Pas d'accord. Si, tout le monde. Attends, t'as des phrases genre il y a plus de saison, tout le monde est d'accord. On sait pas quoi se mettre, tout le monde est d'accord. Même s'il y en a qui sait pas quoi se mettre en Tati et l'autre en Gucci. Les assureurs sont des voleurs, tout le monde est d'accord. Sauf si un assureur dans l'ascenseur, évidemment. Mais c'est pas le temps, ça. Hein? Les assureurs. Les assureurs sont des voleurs parce qu'ils indemnisent pas quand il y a des inondations. Attends, qui avait compris ça? Mais c'est qu'en plus on le fait chier quand on lui demande des explications. C'est incompréhensible ce qu'il nous raconte et on lui demande une petite explication, on l'emmerde. Voilà. Non mais je rêve, Derek. Mais il a pris le melon. Alors allez-y, continuez. Eh ben voilà. Ah, je me disais, il va pas. Non, ça c'est une bonne conclusion. On va passer à autre chose si vous le voulez bien. Une petite anecdote ferroviaire. Vous savez qu'on avait au téléphone un des responsables du service clientèle de la SNCF. Très bien. Voilà. Alors là, je dois dire qu'il y a une autre aventure qu'on nous a tue pendant un long moment. Une erreur sans doute humaine a momentanément transformé le Paris-Nantes en Paris-Bordeaux. Oui.
si bien que le conducteur a été obligé de freiner brutalement et de faire demi-tour. Il y a eu une erreur d'aiguillage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu d'aller vers Nantes, le train est parti vers Bordeaux. Il est revenu en marche arrière. Pas tout à fait en marche arrière, c'est-à-dire que la motrice, c'est que le TGV, il y a une motrice à l'avant, une motrice à l'arrière. Le chauffeur est descendu de la motrice avant, il a fait tout le train à pied, et puis il est allé de l'autre côté, hop, il est reparti de l'autre côté. C'est quand même comique comme situation. Moi, ça m'est arrivé d'arriver dans une mauvaise ville, mais pas à cause de la SNCF. Hein. Ah oui. Parce que j'habitais à Rambouillet, chez ma sœur. Dans banlieue, donc, vous voyez. Chez ma sœur, à Rambouillet. Et alors, il y avait le train de banlieue, donc, qui allait à Rambouillet, et juste à côté, il y avait un autre train. Bon, et moi, il faisait froid, et le train de Rambouillet n'était pas encore là. Moi, je lisais le journal, je me dis, bon, bah, je vais monter dans l'autre train, ça caille, en attendant que le train de Rambouillet arrive. Et j'ai pas fait gaffe, je lisais le journal, et je suis resté dans le train, et qui est parti, et il allait à Bordeaux. Vous êtes con aussi. Et quand je pense qu'il y a des gens qui manquent de scénario, c'est formidable. Attends. Non mais c'est fantastique. Mais écris ta vie simplement. Tu peux mettre. Est-ce que je me retrouve pas sur Bordeaux? Imagine la situation. Qu'est-ce qui peut jouer le rôle? Je vois que De Niro. Oui, De Niro. Parce que c'est un truc. La situation est si forte qu'il faut pas en faire du tout. Il faut jouer. De Niro. Il faut la jouer. Sobre, presque rien, il faut rien faire. Comme ça. Le type est là, il attend, il veut aller à Rambouillet, sa sœur l'attend. C'est un film de Godard. Et tout d'un coup, il se retrouve et il voit B, O, R. Il dit quoi? Bordeaux, E-A-X. Bordeaux! Il dit, c'est pas possible, pas moi, un tel destin. Non. Le fabuleux destin de Jean-François Derek. Il va à Rambouillet, il arrive à Bordeaux. Et vous nous tenez combien de temps avec ça, Derek? 5 heures, comme la durée du voyage. Moi, il m'est arrivé de m'endormir à un terminus, enfin de ne pas sortir au terminus parce que je dormais, les gens posaient me réveiller, et de sortir 5 heures après dans une gare déserte et fermée. Et à 1h du matin, je me suis réveillé, je dis, où suis-je? Je suis arrivé à descendre du wagon, une gare noire, seule dans la gare. C'était la gare de Biarritz. Oui, je suis désolé, tu remplaces Bordeaux par Biarritz, c'est pareil, hein. Non, mais moi, il y a déjà quand même quelque chose de médical dans mon cas. C'est un sommeil tellement fort, tu te rends pas compte. Et puis en plus, ça m'est arrivé, donc c'est mieux. Et tiens, mon père. Tiens, oui, ton père. Je vous ai déjà narré quelques aventures. Oui, votre père. Eh bien, c'est grâce à ça qu'il est arrivé en France. Parce qu'il était soldat dans l'armée en Pologne, donc c'était dans les années 30, donc ça rigolait pas, c'était une dictature militaire. Mon père, il était toujours tête en l'air. Et il s'était endormi dans le train, et il s'était réveillant surtout, il avait raté la ville, et en plus, il avait oublié son fusil dans le train. Et alors, il s'est dit que s'il arrivait à la caserne sans fusil, c'était le conseil de guerre. Donc il n'est jamais rentré chez lui, jamais rentré à la caserne. Il s'est caché, il a écrit à 2 amis, un qui habitait en Italie, un qui habitait en France. Le premier qui lui a répondu, c'était le français, il est arrivé en France. On est noir quand même. Tu te rends compte, ça aurait été l'italien, tu serais pas là comme ça. Tu serais pas là, surtout. Putain, on n'a pas de chance. Hein.